Il est après minuit, tu sens que tu vas te faire agresser parce qu'il y a des Ah mais gens tu bizarres. sors pas dans centre-ville après minuit en opération Barkhane, sauf si tu es en gilet pare-balles et que t'es posté derrière un Talweg, Ouais. au fond d'un Talweg. Au moment où j'étais arrivée, 2 jours avant, la base s'était faite pilonner. Ah ouais? Au début on sait pas en fait ce qui se passe, parce que t'entends un énorme boom, tu sais pas en fait d'où ça vient. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon, vas-y. Ouais, en fait moi j'ai émergé à un moment donné où l'investissement immobilier c'était à la mode. C'était 2020, t'avais tous les formateurs qui étaient en plein boom. C'était la nouveauté, c'était la mode. Et en fait, moi, je suis arrivée, je commençais à partager mon vécu sur les réseaux sociaux. Et en fait, j'ai exploité un format qui venait de sortir, qui était le format des réels. Ça venait vraiment tout juste de sortir. Et forcément, au début, quand tu utilises un format, t'es hyper poussé par l'algorithme. En fait, j'étais extrêmement visible à un moment donné. Alors qu'en plus, maintenant, avec du recul, je me dis que mes vidéos, elles étaient pétées. Mais elles étaient adaptées au contexte. Et en fait, moi, j'étais un petit peu à rebours de ce que faisaient les autres. C'est-à-dire que moi, j'ai partagé mon parcours d'investissement dans l'immobilier et dans la finance en général, mais avec mes galères, avec les victoires, avec les échecs. Et ça détonnait en fait avec ce que faisaient les autres. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à un moment donné où je disais attends, l'immobilier en fait c'est compliqué, c'est dur. J'ai des galères, j'ai des problèmes. Je me suis lancée, des fois je connaissais pas certains trucs, je me suis plantée. Et en fait, ce discours de vérité, il détonnait par rapport à ce que disaient les autres. Parce que voilà, comme je t'ai dit, on était en plein boom de la formation en immobilier. Tout le monde était là en mode waouh, c'est génial, c'est la fête du slip de l'immobilier, les taux sont hyper bas, etc. Et moi, j'arrive et je dis en fait. Ouais, j'emprunte, j'y vais à fond, mais c'est dur et j'ai un discours de vérité parce qu'effectivement ça tombe pas du ciel. Et en fait, ça, les gens se sont vachement reconnus là-dedans. Et vu qu'eux aussi venaient de se lancer, ils se reconnaissaient davantage dans ma vie que dans celle des gros influenceurs qui roulaient en je sais pas quoi, etc. Ils se reconnaissaient plus dans la nana qui peignait sa porte à 1h du matin et qui dormait sur son chantier qu'en mec qui roulait en lambeau parce que voilà, je reflétais davantage leur vécu et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à être visible. Ouais, puis c'est la vérité. C'est un peu la vérité. C'est vrai que moi, j'ai jamais fait ça. Tous les invests que j'ai fait, j'en parle pas. Tu vois, je pense que j'étais mauvais sur la communication là-dessus. Je veux juste montrer un peu ma life. Et encore, maintenant, je mets moins de trucs. Mais où c'est plus genre des trucs, tu vois, comme hier, on a dépassé les 8000 élèves, du coup, on partage ce genre de trucs, mais c'est tout, quoi. Bon, Tania, merci de... Elle m'a dit, on était en train de parler, elle me dit, attends, dis-moi quand ça règle, c'est intéressant, ça. Donc, bienvenue sur le podcast Père Castor, raconte-nous ton histoire. En l'occurrence, là, c'est Mère Castor. Tania, alias la veille de ma réussite. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, donc je reprends tes termes. On va remonter à ton premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Et ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie pour en venir à ce que tu es aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui. Et juste avant d'en venir à ces points-là, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais, ton écosystème, toutes tes activités professionnelles, qu'est-ce qui te rémunère en gros aujourd'hui ? Alors comme tu l'as dit, c'est la veille de ma réussite. C'est un mot un petit peu bizarre, mais en fait c'est tout simplement un clin d'œil à mon activité de base, à mon métier de base qui est de la veille. La veille qui est un petit peu le terme civil pour désigner le renseignement ou l'intelligence économique, parce que j'ai aussi un double parcours civil et militaire, mais ça je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. En fait j'ai décidé tout simplement de mettre ces compétences à disposition des particuliers, et aujourd'hui j'accompagne les particuliers, plus particulièrement les femmes, à diversifier et à développer leurs ressources de revenus grâce à l'investissement. Hier, on a fait un truc, il y avait pas mal d'hommes quand même. Comment ? Tu dis j'accompagne les femmes, mais tu accompagnes aussi pas mal les hommes, non ? Oui, mais j'ai une majorité de femmes dans mes clients et à chaque fois que je vends des accompagnements particuliers, donc en one-one, c'est quasiment exclusivement des femmes. Ouais. Ok. Parce que là, sur le groupe que tu as lancé, c'est quoi ? C'est genre 90-10 ? C'est Boost et Finance, et dans Boost et Finance, on est plutôt à 70-30. Ouais, parce qu'il y a quand même quelques hommes hier sur la visio. Effectivement. Ok. Et donc, du coup, tu vis que de ça aujourd'hui ? Tu as aussi de l'investissement immobilier à côté ? Tu fais de la sous-loc ? Pas du tout ? Non. Okay. J'ai une aventure entrepreneuriale en sous-location qui est en train de se terminer gentiment. Okay. C'est une tentative de reprise d'entreprise et finalement, je ne reprends pas. Okay. Donc ça s'est un peu passé de façon bizarre, mais voilà, ça s'est pas très bien passé, on va dire. Ok. Tu pourras en parler ou pas ? Oui. Ok. Il y a des trucs dont je t'ai même pas demandé, donc je vais te le demander sur le micro. S'il y a des trucs, des questions que je te pose et t'as pas envie d'en parler, tu peux me dire, parce que je pose des questions des fois genre sur l'argent, etc. Tu t'en fiches ? Ok. Open bar.
Open bar? Ouais. Ok. Et ben du coup, je vais rentrer direct straight to the point dans cette open bar. Comme ça nous permettra d'avoir une intro croustillante. Ça te rémunère combien par mois aujourd'hui les activités que tu as? Alors, cette activité vis-à-vis des particuliers, moi j'ai mis en place un business model qui est par abonnement. Ouais. Qui est un petit peu original parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde de la formation on vend des formations à 4 chiffres. Moi en fait mon pari c'est d'ubériser le secteur de la formation en finance et c'est pour ça que je propose quelque chose en format abonnement à 2 chiffres. Donc aujourd'hui on est une centaine d'élèves, on vient de passer la centaine d'élèves là il y a quelques jours, donc on est à un MRR, alors j'ai pas calculé parce qu'il y a des MRR personnes... c'est mensuel ressources revenus, voilà, recurring revenus pardon. Exactement. Tout l'argent que tu touches chaque mois. C'est ça, après il y a des personnes qui ont payé à l'année. Mais on est entre 3 000, aux alentours de 3 000 euros. Okay. Après, j'ai une deuxième activité dont je n'ai pas parlé encore. C'est l'activité vis-à-vis des professionnels. Donc, les professionnels de la finance, de l'investissement immobilier ou du Web3, je les accompagne dans leur stratégie de visibilité en ligne. Donc, sur la veille des réseaux sociaux et l'activation réseaux sociaux. Donc, ça aussi, c'est une activité que j'ai à côté. Et ça, en gros, ça te rémunère combien à peu près? Alors attends, je vais recalculer dans ma tête, parce que ça peut être variable. En fait, il y a des clients, tous les mois, ils ont des besoins qui sont environ, on n'est pas à l'euro près. Qui sont différents. On est à entre 5 000 et 7 000. Ça va dépendre. Donc plus rémunérateur que ton groupe pour l'instant? Oui, les professionnels, en gros, mon activité vis-à-vis des pros me rémunère davantage que mes activités vis-à-vis des particuliers. Même si ton groupe, il scale bien quand même, parce qu'il y a quelques mois, vous étiez encore pas si... Enfin, c'est pas si vieux que ça que tu l'as lancé. Non, Booster Finance, ça date de fin novembre. Hein. Moi, j'ai lancé au Black Friday cette année. J'ai fait un anti-Black Friday d'ailleurs. Mais effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas un an. Et ça avance petit à petit. Parce que du coup, à chaque fois que tu rentres du monde, les gens restent? T'as un churn important ou les gens restent? On est un peu moins de 5% de churn. La dernière fois que j'ai regardé, effectivement, c'est pas un gros taux de désabonnement. J'ai eu déjà une précédente expérience en fait avec une formule par abonnement. Avant, je faisais de la newsletter, donc j'étais vraiment dans le format veille pure, veille écrite. Donc 2 fois par mois, en fait, les abonnés recevaient une veille, finance et investissement, éco, etc. Et là, j'avais vraiment un taux de désabonnement qui était extrêmement faible. Ah ouais? Ah oui. Et c'est ça aussi qui m'a encouragée en fait, à maintenir ce... Parce que pour 2 raisons, déjà quand tu es sur une formule écrite 100% 2 fois par mois, je trouve que c'est pas suffisant pour véritablement insuffler une transformation chez les gens. Et j'avais envie d'aller plus loin. Donc moi par exemple aujourd'hui je suis en train de passer la certif AMF, je vais devenir CIF, donc conseiller en investissement financier. J'avais envie d'aller vers quelque chose de plus gros. Tu veux faire du conseil en gestion de patrimoine derrière? Alors non, c'est du conseil en investissement financier. Mais c'est pas exactement la même chose. C'est la même chose. Ah, c'est pas tout à fait exactement c'est quoi la différence? La même chose. C'est pas les mêmes inscriptions quand tu vas t'inscrire par exemple. Mais dans les 2 cas, tu pourras vendre des produits financiers. Alors oui, absolument, mais dans l'appellation c'est quand même différent. J'ai un de mes meilleurs potes qui est conseiller en gestion de patrimoine et il a aussi cette accréditation, c'est pour ça. Oui, c'est vraiment une question de nomenclature. Et après c'est vrai qu'en termes d'inscription, par exemple à l'ORIAS, tu vas pas être enregistré exactement de la même manière, mais oui c'est vrai, on joue sous les mots, on joue sur les mots. Mais voilà, enfin du coup j'ai quitté la newsletter. C'est pour quand ça? Alors ça y est, j'ai une date, je le passe le 16 juillet. Donc tout le monde va venir me voir, c'est alors est-ce que tu l'as eu? C'est relou hein. Maintenant en plus j'ai lâché la date, mais tu vois, open bar, je dis tout. Ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir le TOEIC, je l'ai eu la semaine dernière. C'est vrai? Je vais être diplômé d'Audencia officiellement. C'est une échelle de combien le TOEIC déjà? C'est sur 990, il fallait que j'ai plus de 850. Et pour moi c'était l'enfer. Mais vraiment ça a été l'une des épreuves les plus difficiles de ma vie. Mais sincèrement, c'était un enfer. Je suis parti en Angleterre. C'est pour ça que je comprenais pas ce que tu allais faire là-bas. Et en fait pour progresser en anglais, pour l'avoir. Moi je l'ai eu il y a tellement longtemps. T'as eu combien, tu te souviens? Je crois que j'étais à 915 ou 800, je sais plus. Tu te débrouilles pas trop mal en anglais alors? Oui, ça va. Parce que moi j'ai eu 910 en ayant passé 4 ou 5 mois en Angleterre. Ok, non, moi j'ai jamais foutu un pied, j'ai jamais vécu. Mais après, moi les langues, c'est là où je suis vraiment naze. Après, t'as fait AL, donc j'imagine. Je suis née avec plusieurs langues dans la bouche, vu que je suis d'immigré. Donc, ça peut aider dans ça m'a aidé, c'est sûr. Ok, donc là, t'as 2 sources de rémunération. Il y en a une troisième? À part mes investissements, comment? À minima, c'est du chiffre d'affaires du coup, parce qu'aujourd'hui tu rembourses, même si finalement ça serait du résultat parce que tu rembourses des crédits, mais ça te fait combien de loyer à peu près en moyenne mensuelle? Là j'ai reçu ma liasse fiscale pour 2023, on est un peu à 66 000 euros. D'accord, ok. Mais c'était une mauvaise année. Ok. Dans le sens où tout n'était pas lancé, j'ai eu encore des chantiers. Tu penses que tu vas faire un peu plus sur 2024? Ah oui, je vais faire largement plus. Ok.
Ok, ça marche. Après, ça, tu le touches pas directement dans ta poche. Non, parce que c'est pas un t'as les bénéfice crédits, net, il faut etc. faire attention. Après, Ouais. bien sûr, le jeu du chat et de la souris de l'investisseur immobilier, c'est de gagner de l'argent Ok. sans payer trop d'impôts. Ouais, Et ça, je suis assez forte à ce jeu-là, sans vouloir me jeter des fleurs. ok. Donc, Mais là, ça commence à... Parce qu'à un moment donné, du coup, vu que tu m'as dit que il y avait aucun tabou, je sais qu'il y a un moment donné où t'étais un peu moins bien financièrement. Là, ça commence à aller mieux, du coup. Salut à tous. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter Père Castor, raconte-nous ton histoire. Grâce à vous, notre podcast connaît une croissance incroyable. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis et liker l'épisode sur la plateforme où vous l'écoutez. Ça ne prend que quelques instants et ça nous aide énormément à continuer de vous offrir des interviews inspirantes avec des invités exceptionnels. Je lis tous vos avis et ils comptent beaucoup pour moi. Maintenant, je vous souhaite une excellente écoute. Ouais, en fait, je pense que j'ai pas escalé aussi vite Booster Finance. Ok. C'est-à-dire que j'ai lancé et T'espérais ça faire prend plus du temps. vite. Oui, mais en fait, comme tu le dis, on est en juin, j'ai lancé en novembre, on est déjà une centaine d'élèves. C'est bien. C'est bien, mais en fait, si tu veux, je pense que Tu sais, c'est quoi le problème? C'est que t'es dans le mastermind et les mecs sont tous multimillionnaires. Mais je pense que c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que je suis entourée. En fait, j'ai toujours eu à cœur de m'entourer de personnes qui étaient plus avancées que moi. C'est-à-dire que moi, les tout premiers bénéfices de ma boîte ont été immédiatement réinvestis dans de la formation, dans l'accompagnement, dans des masterminds. En fait, je suis entourée de success stories. Ouais. Et en fait, quand ça tombe pas tout de suite, je suis un peu frustrée, je suis un peu vénère. Ouais. Et je pense que voilà, c'était une erreur de débutant de se dire voilà, dès le lancement, ça va bien se passer. Et en fait, ça prend un peu de temps. Et c'est normal au final. Quand je me mets à la place des prospects, je me dis bah oui, forcément, ça vient de Dans le sortir. mastermind, t'as que des rockstars. Hein. Ouais, Enfin, bah tu oui. fais pas 100 000 euros par mois, c'est ridicule. Hein. Ouais, bah je suis ridicule, Non, moi. j'exagère à peine, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Bah, c'est pour ça aussi que j'ai été vachement. Que j'ai après, été frustrée au début, attention, quoi. il y en a beaucoup, c'est du chiffre d'affaires. Hein. C'est pas du résultat. Hein. Alors que toi, les abonnements, en soi, tu me dis, mais ça te coûte ton temps de travail, quoi. Mais... Bah, ça me coûte mon temps de travail. Après aussi, j'ai pris une personne sur la partie Web3 pour compléter mon expertise. Parce que quand même, le Web3, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui a trait à la blockchain. Ouais. Je suis une passionnée de Bitcoin, je suis une Bitcoin maximaliste, mais voilà, j'ai quand même certains points où je suis pas une experte, donc je me suis entourée d'une personne que je paye en fait pour pouvoir m'accompagner là-dessus. Non, mais aujourd'hui, c'est relou parce que c'est le début, etc. C'est chronophage. Mais une fois que tu auras ton truc qui tourne, après, tu pourras t'entourer de personnes et ça sera potentiellement que de la marge. Aussi, mais après, l'idée, c'est d'être autonome, parce que quand on est CIF, donc conseiller en investissement financier, c'est une obligation en fait de proposer divers types de placements et de présenter divers types de placements. Donc moi l'objectif c'est d'avoir une expertise qui est transverse et ça il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Aujourd'hui quelqu'un qui est on va dire polyvalent passe pour un marchand de tapis alors qu'en fait pas du tout, c'est une obligation légale en fait. Donc moi l'objectif c'est justement de ne pas avoir à ramener d'autres experts dans mon truc, c'est d'être seul pour avoir une expertise transverse. Oui mais tu peux avoir quelqu'un qui écrit à ta place et après toi tu vérifies le contenu. T'as plus l'obligation de l'écrire toi-même. Franchement, je préfère vraiment m'adresser moi-même à ma communauté. Okay. Parce que ce qu'elle vient chercher, c'est effectivement une expertise en finance pour pouvoir, comme je l'ai dit, développer son patrimoine, diversifier son épargne, développer des stratégies d'investissement qui soient vraiment rentables. Mais ils veulent aussi ma façon de parler. Parce que comme tu l'as dit, je suis quelqu'un d'assez cash. Ouais, mais regarde, par exemple, Gérald, il a mis du temps. Mais aujourd'hui, même si je sais que c'est Marguerite qui rédige ses posts, que c'est pas lui qui rédige, je les lis. Parce qu'en vrai, je trouve ça bien, tu vois. C'est vraiment bien fait. Et des fois, je me le laisse à me dire, bon, bah, c'est peut-être lui, celui-là, tu vois. Il y a des fois, tu trouves, je dis pas que c'est facile, hein, mais je pense qu'il y a les gens, quand ils sont vraiment bons et qui rédigent à ta place, tu vois presque plus la différence. Hein. C'est peut-être que je suis pas tombée encore sur la personne qui va réussir, en fait, à prendre ma plume comme moi je la prends. Ouais. Parce que c'est pas facile de trouver un bon ghostwriter. Ça, c'est très difficile. Ok, donc là, on a fait le tour de l'ensemble de ce que tu fais aujourd'hui. T'as eu des parts à un moment donné, tu l'as dit très brièvement tout à l'heure, dans une boîte de soloc. T'as fait d'autres choses ou là récemment sur les 6 derniers mois ou... Bah moi j'ai quitté mon job en région parisienne, c'était en juin 2022. Ah c'est assez récent. Donc c'était il y a 2 ans, quasiment jour pour jour. Ouais. Et j'ai eu quelques expériences entrepreneuriales, donc j'ai fait une première boîte, je me suis associée. Je fais une deuxième boîte, je me suis associée. Les deux sont fermés, sont fermés ou sont en train de fermer. Pour au final me retrouver à faire moi-même mon propre truc toute seule et c'est ce qui marche le mieux pour le moment. Ouais. Pour toi, ouais. Ok. Mais je suis content pour toi en vrai, parce que je sais qu'à un moment donné, t'étais un peu moins bien et là j'ai l'impression que t'es sur la bonne pente, la bonne croissance. Ouais. Tu fais des choses qui... Donc c'est cool. Non, c'est cool, ça fait plaisir. Bon, bah on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Je t'ai pas demandé, on va dire que c'est indélicat, mais tu m'as dit que je pouvais te poser n'importe quelle question. T'as quel âge? J'ai 34 ans. Ok, donc t'es de 90. Ouais. Okay. Quand
Le 6 mars. Ok, ça marche. Bah oui, forcément, c'était de 90, c'est déjà passé. Si t'as déjà 34. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux nous donner ton premier souvenir d'entrepreneur ou d'investisseur? C'est toi qui décides. Ça peut être vendre des cerises à l'âge de 6 ans. Ça peut être vendre des baskets achetées en Chine à l'âge de 10 ans. C'est ce que tu veux. J'en ai plusieurs. Je sais pas si j'ai le droit d'en citer plusieurs. Le plus vieux, en fait. Le Parce qu'après, on va plus vieux. remonter les autres, en fait. La première fois que j'étais freelance, j'avais 26-27 ans. Ok. Et c'est une catastrophe. Ah oui? Ah ouais, c'est une catastrophe. En fait, moi, j'avais quitté mon job pour pouvoir aller davantage à l'armée parce que j'étais réserviste. Moi, j'ai toujours eu une double carrière civile et militaire. Juste avant que tu continues là-dessus, t'as pas eu d'histoire qui te vienne en tête quand t'avais 10, 12 ans, 15 ans, où t'as fait un truc, je sais pas, vendre des cigarettes, j'en sais rien. Non, les souvenirs entrepreneuriaux que j'ai de mon enfance, de mon adolescence, c'était une catastrophe parce que mes parents étaient commerçants et ils ont subi de plein fouet la crise de 2008, ils ont fait faillite et moi je me suis retrouvée boursière échelon 5, donc pour moi c'était synonyme de catastrophe l'entreprise. Je voulais pas en entendre parler, à la base je voulais être fonctionnaire ou bibliothécaire ou médiéviste ou quelque chose comme ça. Je voulais absolument pas travailler en tant qu'indépendante, quoi. Okay. C'est beaucoup plus tard que ça arrivait. Ok. Et mais du coup, ma première expérience en tant que freelance, c'était 2016-2017. C'était une véritable catastrophe parce que c'était vraiment par opportunisme, quoi. On va y venir, mais du coup, j'aurais bien aimé essayer de comprendre avant, parce qu'en général, les gens ont des souvenirs avant 18 ans, ça nous permet de remonter. Oui. Mais là, du coup, tu nous emmènes. Parce que tu as quand même un parcours assez atypique, surtout dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous remonter sur ces années-là? Est-ce que déjà, tu m'as dit que tu parlais plusieurs langues. T'es né en France? Ouais. Ok, donc tu as toujours vécu en France? Oui. T'es originaire de quel pays déjà? De Serbie. Serbie, ok. Et tu vas assez souvent ou? Oui. Ok, ça marche. Donc t'as que tes parents en France? Toute ta famille est en Serbie? j'ai, on va dire, ma famille proche qui est en France. Et j'ai aussi de la famille un peu moins proche en Serbie. Ok. Donc t'es venu en France. Est-ce que avant qu'on revienne à ce parcours scolaire, culturellement, ça impacte? Ah oui, clairement. Sur quoi, par exemple? T'en avais parlé, je crois, une fois en mastermind. Ouais, ça impacte sur plein de choses. C'est une éducation qui est stricte, l'éducation slave. Surtout quand t'es une fille. C'est-à-dire que moi, j'avais pas du tout le même traitement que mes frères, par exemple. Ah ouais? Ah oui, clairement pas. Et sur quoi, par exemple? Sur les sorties, sur la liberté qu'on peut avoir, par exemple. C'est pas du tout... Genre tes frères, ils pouvaient aller dans des bars, mais pas toi, par exemple? Non. Après, c'était plus âgé. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vraiment la sensation de ne pas avoir eu le même traitement que mes frères. Et en fait, en allant en Serbie, en voyant comment fonctionnent les autres familles, c'est normal en fait. C'est la culture slave. Ouais, pour eux, c'est normal. Ouais, c'est normal. Les filles ne sont pas tout à fait traitées de la même chose, je trouve. Enfin, de la même manière, je trouve. Moi, j'étais allé en Bosnie-Herzégovine l'année dernière. Ouais. Et je sais pas si je t'avais raconté. Non. Et on avait une amie là-bas, parce que j'ai travaillé en Croatie. Ok. Et du coup, j'avais rencontré, il y avait en même temps une personne qui venait de Bosnie qui travaillait. Et du coup, on y retournait avec un copain. Et quand elle conduisait la voiture, en fait, comment dirais-je, les gens nous regardaient d'une manière presque abasourdie, quoi. Ça dépend de quel côté de la Bosnie tu étais aussi, je pense. On était allé faire du ski. Donc là où il y a une station de ski qui a été pour les Jeux Olympiques, je sais plus le nom exactement. Ouais, je sais plus non plus. Mais voilà où on est allé. Ah oui. Mais j'étais assez surpris, ouais. Ok. Enfin, il y a quand même une tendance un peu machiste qui est plus. En tout cas, dans ce que j'ai vu. Ouais, c'est culturellement différent. En plus, c'est une éducation qui est stricte, c'est une éducation qui est sévère. Et donc, voilà, forcément, ça, je pense, ça a influencé pas mal de choses dans ma vie. Donc moi je suis née en France comme tu l'as dit, mais je suis naturalisée parce que mes parents étaient étrangers. Okay. Le droit du sol n'est pas automatique en France et donc effectivement j'ai été naturalisée à 3 ans. Okay. Donc j'ai toujours eu cette double culture slavo-française parce que j'ai appris le français à l'école, à l'extérieur forcément, mais dans ma famille on parlait le serbe. Ok. Et avec tes parents tu parles le serbe aujourd'hui ou le français? Le serbe, ouais. Ok. On fait les deux. Ok. Ouais. Après, il me reste que ma mère. Mon père est décédé en 2016. D'accord. Mais ouais, je parle le serbe et le français. Ok. Et donc, eux, ils étaient ouvriers quand ils sont arrivés en France. Hein. Ils ont travaillé à l'usine. Puis après, ils sont devenus commerçants. Et c'est là, en fait, que j'ai vu le monde de l'entreprise qui m'a dégoûtée quand j'étais jeune parce que je voyais plus mon père, parce qu'il travaillait énormément pour pas grand-chose. Ouais. Dans des conditions qui étaient parfois difficiles, tout ça pour tout perdre en fait en 2008 parce qu'il travaillait dans le commerce, mais c'était du commerce qui était en lien avec le bâtiment,
Comme on dit, quand le bâtiment va, tout va, mais quand le bâtiment va pas, il n'y a rien qui va. C'est vrai. En 2008, ça a été un peu la catastrophe. Ils ont fait faillite et ils ont perdu beaucoup d'argent. Il y avait quoi, une boîte de maçonnerie ou... Non, c'était de la vente de carrelage. Ok. Essentiellement, vente de matériel comme ça pour faire le carrelage, etc. Ok. Et donc, crise. Donc, 2008, c'est là où je commençais mes études. Donc, je venais d'avoir mon bac et ça commençait à être vraiment très, très compliqué, quoi. T'étais dans quelle partie de la France ? On avait déménagé dans le sud, donc c'était en Occitanie. Ok. Donc voilà, ça a été assez compliqué après sur voilà, famille modeste. Quand t'es échelon 5, tu roules pas sur l'or. Ouais, t'es sûr. Donc voilà, j'avais pas un très bon souvenir, moi, de l'entrepreneuriat. Et donc alors, on va arriver à tes 26 ans et tu vas nous raconter la suite. Mais juste petit passage quand même, c'est assez rare. T'as fait une classe préparatoire. Ouais. T'as failli faire Saint-Cyr. J'étais admissible, ouais. Et du coup, tu me dis que tu pouvais pas le retenter ? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai tenté la dernière mouture qui existait pour les bacs plus 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette option n'existe plus. Et moi, je l'ai tenté la dernière année. Donc, je l'ai passé en bac plus 3. Parce qu'en fait, moi, j'ai pas tenté Saint-Cyr à la fin de ma prépa parce que je voulais pas. Enfin bref, j'étais centrée sur le l'ENS Ulm. Concours auquel je me suis sabordée, mais c'est une autre histoire. Et en fait, c'est seulement en arrivant à la Sorbonne en 3e année, je me suis dit, bon, en fait, ça m'intéresse, je vais passer Saint-Cyr. Et puis, j'étais admissible. Et j'ai foiré les orales. Et, les oraux. Pour une AL, quand même, ça craint. J'ai foiré l'oral, ce que je voulais dire, excusez-moi. Et j'ai retenté le concours, j'ai retenté la sélection sur titre et ça n'est pas passé. Et donc je me suis dit, bon, ils m'auront pas en tant qu'active, ils m'auront dans la réserve. Et donc c'est là que je me suis engagée dans la réserve. C'était en 2013 de mémoire. Et c'est à partir de là que voilà, j'ai débuté mon parcours militaire en même temps que j'ai débuté ma carrière professionnelle, en fait. Tu le fais toujours aujourd'hui ? Non, j'ai rompu mon contrat il y a quelques mois. Ah, d'accord. Donc 10 ans au total d'armée. Ok. Et tu regrettes ? Non, pas du tout, au contraire. Ah bon ? Ah ouais. T'en avais marre ? Ouais, j'en avais marre, mais je regrette pas ce que j'ai fait, c'est ça que je voulais dire. Mais, je regrette pas d'avoir... Tu regrettes pas d'avoir arrêté ? Je regrette pas du tout d'y avoir été, mais je regrette pas non plus d'avoir fini mon contrat, j'avoue. Parce que quand t'es réserviste, t'es quand même bénévole, c'est peut-être pas le terme. Non, c'est pas bénévole parce que t'es payé quand même. Mais t'es pas payé grand-chose. Bah, comme les militaires d'active, en fait, juste au prorata des jours que tu fais. Ah, je sais pas pourquoi j'étais persuadé que t'étais payé 4 € de l'heure. Non, c'est la même chose. Ok. Il y a même un cliché qui circule dans l'armée qui dit que les réservistes sont payés plus, mais c'est pas vrai. On est payé fondamentalement la même chose. Au même grade, ouais. T'es payé la même chose. Ouais, au même grade, de niveau d'expérience. Après, bon, c'est des barèmes qui sont un peu compliqués, mais t'es payé pareil. D'accord, ok. Ah oui, donc ça peut être... c'est pas une activité complète, mais ça peut être un petit peu rémunérateur. Bah, moi, à un moment donné, j'étais réserviste professionnelle dans ma vie. Ok. Ouais, parce qu'en fait, je faisais quasiment que ça la plupart de mon temps. Parce que en 2016, j'ai démissionné pour pouvoir en fait justement faire plus d'armée. Parce que moi, ce que je voulais, c'était partir en opération extérieure. Ce que j'ai fait. Mais pour faire ça, il faut passer des stages, ça prend des semaines. À un moment donné, mon employeur, il en avait marre de me filer des congés sans solde. À un moment donné, il me refuse mes congés. Et du coup, je démissionne. Donc en fait, moi, solution. Ouais, non, voilà, moi, je suis assez radicale. Et donc du coup, j'ai fait plus d'armée, mais voilà, j'étais réserviste. Je faisais ça tout le temps, quoi. Donc tu peux vivre de la réserve ? Bah, c'est compliqué, mais bon, ça dépend de ton grade aussi, je pense. Parce que forcément, plus t'as un grade élevé, plus tes périodes que tu fais vont être rémunératrices. Mais ça me paraît compliqué de vivre de la réserve, quand même. Ok. Il y en a qui le font. T'as pas fait réserviste professionnel longtemps, du coup ? Non. Après, c'est une expression quand je dis réserviste professionnel, mais... Non, ça a duré quoi 3 ans ? Même pas. Ah, quand même. 2 ans. Après, j'étais un peu fauchée comme les blés, parce qu'à côté, j'étais une freelance éclatée qui comprenait rien. Enfin, j'étais vraiment... Bah alors, vas-y, on y arrive alors. On est un peu remonté sur ta vie. Alors, ouais, ça y est. Pourquoi t'étais... je sens que depuis tout à l'heure, en plus, tu veux me parler de ça. Bah non, mais c'était la question numéro 1. Bien sûr. Non, mais parce que je trouve que c'est intéressant. Moi, j'avais une grosse frustration quand j'écoutais des podcasts, c'est de pas savoir le parcours des gens avant. Ouais. Genre, j'aime bien savoir les études qu'ils ont fait, etc. Ah oui. Parce que je pense que quand t'écoutes un podcast, je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais, t'aimes bien te comparer un peu à l'invité. Tu dis, ok, il a eu ce parcours-là. Et vu qu'il y a des gens, des fois, ils sont plus jeunes quand ils écoutent, ils se disent, ok, si cette personne-là a fait ces études-là, et il se dit, bon, bah, moi, je fais à peu près des études similaires. Moi, ça n'a rien à voir en plus. Peut-être que je pourrais faire ça. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça montre que, justement, ça se trouve, il y a des gens qui font BL ou AL, qui écoutent ce podcast actuellement et qui se disent, ok, en fait, je suis pas fermé dans une voie. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, je vais faire ça et demain, je pourrais faire ça. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, t'as fait un master ou tu t'es arrêté à la licence du coup ? Ah non, moi j'ai fait un master, j'ai même fait un MBA. Ok, où ça ? À l'école de guerre économique.
Ah, ok. Bon, bah, d'où la soirée. Ok, Voilà. ça marche. Évidemment, j'aurais dû y penser. Et donc, du coup, l'école de guerre qui est économique, qui est avant l'école de guerre, c'est ça? Non, rien à voir. Alors vraiment, l'école de guerre... Je t'avais posé la question en plus. L'école de guerre, ça n'a rien à voir avec l'école de guerre économique. Donc on a l'école de guerre dans l'armée qui est faite pour les officiers supérieurs, enfin les officiers subalternes, supérieurs, enfin bref, je sais plus, qui veulent en fait être diplômés de l'école de guerre. Donc ça, c'est vraiment un parcours interne à l'armée. Et puis on a l'école de guerre économique. Supérieur, j'imagine, hein, parce que subalterne en général, c'est en dessous. Tu as les officiers subalternes, les officiers supérieurs, les officiers généraux. Écoute, j'ai un trou de mémoire là. Ok. Bref, mais l'école... c'est sélectif l'école de guerre. Hein. Oui, enfin c'est pas que c'est sélectif. Oui, c'est sélectif, puis c'est un gros tri quand même. Tout le monde n'y arrive pas. Alors, c'est vrai que les deux sont pas très loin, mais du coup, l'école de guerre économique, ça n'a rien à voir avec l'armée. C'est vraiment une école civile. Même si on reçoit chaque année, enfin, l'école de guerre économique, à mon époque, recevait chaque année des personnes qui ne passaient pas l'école de guerre, mais qui passaient un diplôme technique. Donc, des personnes qui n'allaient pas au bout de l'école de guerre pouvaient venir, en fait, passer une année à l'école de guerre économique pour passer un diplôme. Et c'est une école, en fait... C'est civil dans l'école de guerre économique. Ouais, c'est une école 100% civile. Donc, il n'y a que le nom guerre dedans. Ouais. Après, il y a des liens avec... Il y a certains tropismes, on va dire, avec l'armée, parce que c'est une école, en fait, qui nous apprend tout simplement les métiers de l'intelligence économique. L'intelligence économique, c'est un mot un petit peu pompeux pour parler tout simplement de tout ce qui a trait au renseignement d'entreprise, à la veille d'ailleurs. Moi, je me suis spécialisée spécifiquement dans la veille, plus tard dans la veille des réseaux sociaux, mais c'est encore un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, c'est une école qui forme au métier de la veille, de l'intelligence économique, de la due diligence. Et la veille sur quoi, du coup? Bah, sur ce que tu veux. Et là, du coup, alors, si on parle de veille, au moment où on parle, c'est un moment... Il y a Emmanuel Macron, je crois, qui prend la parole demain soir. Oui. Donc, on est en juin 2024, début juin 2024. On est le 5 juin, parce que c'est le 6 juin, le moment où il parle. Et tu penses qu'il va dire quoi? T'as une idée ou... Si un sujet... Alors, il a dit qu'il parlerait du contexte géopolitique. Oui. Donc, le sujet a été trouvé. Ukraine, on va parler de la guerre entre Israël et Palestine, on va parler de l'Ukraine, on va parler du contexte international. On va aussi, je pense, parler potentiellement de l'ingérence étrangère, parce que ça, c'est un vrai sujet en ce moment. Donc, voilà. Après, moi, c'est vrai que j'ai quitté un petit peu ce monde. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais je me suis éloignée. Tu penses qu'on va rentrer en guerre ou pas? Tu vas dire qu'on est déjà en guerre, mais est-ce que tu crois D'une certaine façon, oui, c'est une guerre un petit peu asymétrique, c'est une guerre un petit peu bizarre. La guerre de l'information, clairement, on est en plein dedans. Maintenant, est-ce que c'est une guerre cinétique? C'est une bonne question. Et comment on arrive à rester objectif justement sur cette guerre d'information? Quand tu faisais une veille, tu essayais de voir ce qui se passait dans les autres pays, c'est ça? Alors moi, je travaillais pour les entreprises. Alors je travaille effectivement pour l'armée française, dans l'armée française. Ton job de réserviste et tu faisais pas de veille pour l'armée? Alors, si, mais c'était pas je faisais pas de la veille géopolitique. C'est-à-dire que moi, dans l'armée, donc moi j'ai commencé dans un régiment du génie. Bêtement, voilà, j'étais formée pour faire du sentinelle, que je n'ai jamais fait. Et après, je me suis spécialisée en guerre psychologique et en action civilo-militaire. Donc c'est encore un autre sujet, c'est les métiers de l'influence en fait sur le terrain, directement. Parce que quand tu débarques sur un terrain, tu as diverses façons d'accomplir ton objectif. Tu as des moyens cinétiques, tu as des moyens létaux, tu as des moyens non létaux. Et puis tu as ce que je faisais, tout ce qui est guerre psychologique et action civilo-militaire. Moi j'étais spécialisée là-dedans, j'étais analyste. Donc il y a une partie de veille, parce qu'il faut veiller son terrain, il faut bien sûr... concaténer l'information pour en faire un renseignement. Enfin bon, ça, c'était nos collègues du renseignement qui s'en occupaient, mais il y avait une partie veille, mais c'était surtout vraiment comment élaborer des missions d'influence, quoi. Ok, intéressant. Bon alors, revenons maintenant qu'on a essayé de comprendre un peu tout ça. Revenons un peu, t'es né à 26 ans, donc il y a 8 ans. On était en 2016. Tu te lances en tant que freelance. En fait, pourquoi c'est chaotique? Pourquoi c'est catastrophique? Je quitte mon job parce que, comme je te l'ai dit, moi, mon objectif, c'était d'aller à l'armée. C'était pas d'être freelance. En fait, freelance, c'était vraiment par dépit. Parce qu'il fallait bien que je fasse quelque chose quand je faisais pas l'armée, quoi. Et du coup, j'avais absolument aucune méthode. J'étais à côté de mes pompes en termes d'entrepreneuriat. J'avais juste gardé, en fait, contact avec des anciens collègues, des anciens employeurs, en fait, qui me fournissaient des missions. Et on était sur un niveau de rémunération qui était en dessous de 1 000 € par mois, quoi. Ah ouais? Ah oui. Mais j'étais vraiment à la ramasse. Tu travaillais à 35 heures, genre? Ah non, mais ça dépendait de la mission. Mais en gros, toutes mes missions cumulées, j'arrivais difficilement à 1 000 € par mois.
Ok, mais du coup, toutes tes missions cumulées, si elles te prenaient 10 heures par mois, c'était bien rémunéré. Mais quand tu parles d'émissions, tu parles d'émissions civiles ou tu parles d'émissions militaires? Bah, des missions qui te permettaient de gagner ces fameux 1 000 € par mois. Ah oui, mais c'était 1 000 € maximum par mois. Oui, mais si t'as une mission qui dure 10 heures sur le mois, c'est bien rémunéré. Ah, c'est sûr, mais il faut en trouver d'autres. Ok. Et c'était là où j'étais éclatée. Okay. C'est vrai, moi, je savais rien de tout ça. Moi, j'étais complètement à la ramasse. Hein. Oh, si seulement j'avais eu les connaissances d'aujourd'hui à cette époque-là, mon Dieu, j'aurais fait des états simples. Mais bon, ça, avec des sciences, mais pas rien en bouteille. Mais après, j'avais l'armée qui me rapportait quand même un peu d'argent. Ok, donc là, t'étais freelance. Ouais. Mais du coup, alors, t'étais pas éclaté sur le travail que tu fournissais, t'étais éclaté sur l'acquisition client, c'est ça? Ah oui. J'étais vraiment... je savais rien faire, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, le statut d'auto-entrepreneur, c'était compliqué. Bon, au final, j'ai fini par voir que c'était pas si compliqué que ça. Ouais. Mais je savais pas prospecter, je savais même pas ce que c'était la prospection. J'étais naze, quoi. Enfin, j'avais fait un peu de prospection, mais c'était nul. Aucun retour. Et du coup, ça m'avait vite découragée. Enfin... Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en freelance? C'est parce que tu voulais avoir cette liberté pour faire l'armée? Au départ, oui, c'était tout, hein. Aucun objectif... Aucun objectif entrepreneurial. C'était vraiment pour avoir la paix par rapport à l'armée. C'était ça ma priorité. Okay. Ah oui, c'est... Donc, t'as été freelance combien de temps pardon du 2 terme, ans. Galérer 2 ans, et après, c'est vrai que j'ai vite eu beaucoup de missions militaires. Et à un moment donné, je suis partie en opération extérieure. Et quand t'es en opération extérieure, c'est simple, t'es 100% sur le terrain. Et ça a duré 6 mois. Ok, t'étais où? J'étais sur l'opération Barkhane. Donc le Tchad et le Mali. Ok. Et ça, on peut en parler ou... Ouais. Ok. Tu veux pas en parler? Si. Et moi, j'ai dit c'est open bar. Ok. Et ça craint? C'est quoi c'est à quoi mon une époque, opération comme ça? le Tchad, ça allait parce que Idriss Déby était encore vivant. Idriss Déby? Idriss Déby, ouais. Je sais pas qui c'est. L'ancien président tchadien. D'accord. C'était assez sécurisé à son époque, même s'il y a eu bien sûr des attentats à N'Djamena, mais bon, tu me diras, à Paris, il y en avait également. Parenthèse fermée. Le Mali, c'était un peu plus craignos, ouais, quand même. Ça se matérialise comment? Par rapport à des exemples vécus ou... Ouais, enfin, quand tu dis ça craint, je sais pas. Je te donne un ça exemple. Craint parce que tu sors dans le centre-ville, tu sens qu'il est après minuit, tu sens que tu vas te faire agresser parce qu'il y a des gens mais tu bizarres. sors pas dans le centre-ville après minuit en opération Barkhane, sauf si tu es en gilet pare-balles et que t'es posté derrière un Talweg, au fond d'un Talweg. Non, je te donne un exemple. Par exemple, moi je suis allée au Mali pendant 1 mois. Et je venais d'arriver à Kidal. Donc Kidal, c'est simple, on est tout au nord du Mali. Ok. Alors, c'est pas la base la plus au nord, mais on est quand même au nord Mali. Et en fait, cette base, on ne pouvait pas y aller par la terre. On était obligé d'y aller par hélico. Pourquoi les routes étaient bloquées par... Ouais, c'était compliqué au niveau des routes. Donc on était en pleine relève, c'était une galère sans nom. Et donc on faisait les relèves par hélico et je venais d'arriver. Et en fait, au moment où j'étais arrivée, 2 jours avant, la base s'était faite pilonner. Ah ouais? Ouais. Et il y avait des morts, genre? Il y a eu des blessés graves. Donc moi, j'arrive dans ce contexte où c'était chaud. Ils avaient déjà reçu plusieurs pélos sur la tronche pendant les jours précédents. C'était arrivé plusieurs fois. C'était une spécialité des terroristes en fait qui se postaient là et qui balançaient des pélos sur la base. Donc moi, j'arrive dans ce contexte et je sais que c'est tendu. Je savais que c'était comme ça. Et je me dis bon, je suis préparée à ce qu'il se passe quelque chose. Des mesures avaient été prises sur la base pour protéger les gens. Donc on était drillés. On devait se réveiller à 4h du matin parce qu'on était entraînés. Okay. À réagir en fait, on savait qu'est-ce qu'il fallait faire, où est-ce qu'il fallait aller, etc. On se faisait réveiller à 4h du matin parce que les terroristes avaient pour habitude de nous balancer des pélos à l'aurore. Donc 4h du matin on est réveillés et tous les soirs on faisait des coups de semonce, des tirs d'artillerie pour décourager en fait tout simplement les positions ennemies. Ah ouais? Ouais. Et au moment où j'y étais... En gros tu tires un peu partout pour... c'est pas partout, j'imagine qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisasaient, mais c'était en gros... Ils pilonnaient les positions, je pense les anciennes positions connues, pour dissuader en fait les terreaux de venir rebalancer des pélos sur notre gueule, quoi. Okay. Et le lendemain de mon arrivée, il y a eu un IED, donc un engin explosif improvisé qui a explosé devant la base, genre à l'entrée de la base. Ah ouais, donc quand tu y étais, c'était chaud. Ouais, c'était tendu, ça. C'était pas pire, mais c'est vrai que c'était compliqué. Quelques mois avant, il y a eu l'attaque de la base de Tombouctou. Okay. Là, j'ai eu un collègue qui a été gravement blessé. Gravement blessé, c'est-à-dire qu'il a perdu des membres, etc. Il aurait pu perdre sa jambe, ouais. Ok. Mais ça va. Ça, aux dernières nouvelles, ça s'est correctement fini. Après, c'était pas quelqu'un de proche, mais c'était quand même un camarade. On était dans la même unité quand même. Donc c'était tendu quand même. Donc deuxième jour où j'arrive, le lendemain, je crois que c'est le jour où le lendemain où j'arrive, voilà, cette IED qui pète devant la base. Et au début, on sait pas en fait ce qui se passe parce que t'entends un énorme boom. Tu sais pas en fait d'où ça vient. Tu sais pas si on s'est pris un pélo sur la gueule, tu sais pas si c'est un IED, tu sais pas si c'est dans la base, dehors la base.
tout le monde se précipite, met les casques, met les gilets. On va derrière les bastion walls, donc c'est des énormes sacs de sable, et puis on est en disposition de combat, quoi, et on attend de comprendre ce qui se passe. Elle vient d'où cette vocation de se dire que tu peux perdre la vie pour un pays ? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se mélangent. Il y a une partie où effectivement tu fais ça par patriotisme. Moi j'étais naturalisée et j'ai souvent dit que j'ai rendu à la France ce qu'elle m'a donné. Mais il y a aussi un goût de l'aventure qu'on peut pas nier. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui effectivement le font par patriotisme et bien sûr c'est quelque chose qui va te souder à l'intérieur de toi-même et dans ta propre équipe. Ouais. Mais il y a aussi une partie d'aventure et de goût du risque, quoi. Faut être un peu zinzin. Faut être carrément zinzin, mais... parce qu'en plus t'es pas payé cher à ce moment-là. Moi j'étais sous-lieutenant, donc une des rares sous-lieutenants en plus de réserve sur terrain. J'étais à 4 000 € par mois. Ok. En tant que réserviste, j'étais payé comme un lieutenant, enfin comme un sous-lieutenant, quoi. C'est une rémunération qui est bonne, mais pour prendre le risque de se faire tuer, c'est... On est d'accord. Enfin, t'y vas pas vraiment, t'y vas bien sûr pour l'argent, parce que forcément quand t'es militaire d'active, hein, j'étais réserviste, mais... Tu ta vie quand tu vas en mission. Tu le fais chaque année parce que ça te rapporte de la caillasse. Mais oui, c'est sûr que c'est pas très cher payé pour aller se faire trouer la peau. Ouais. T'as eu un moment donné où t'as eu peur ? Non. Non ? Non, c'était plus des moments où en fait je me suis rendu compte après coup du danger. En fait, si tu veux, quand t'as un IED qui pète devant la base, par exemple, t'es drivé par l'adrénaline. T'es toujours drivé, je pense, par l'adrénaline. Parce qu'on était en groupe aussi et je pense que ça c'est rassurant. Et peut-être que je suis débile aussi, je sais pas. Après, moi j'ai pas été dans des unités combattantes, tu vois. Moi j'ai toujours été... T'étais dans le génie. Non, pas du tout. Le génie, c'était ma première arme. Mais après, je suis passée dans une unité interarmée, tu vois. Des actions civiles ou militaires. T'es allée sur le terrain, t'as tiré sur des gens ? Non. Okay. Non, moi j'ai jamais tiré une cartouche. À part dans des centres de tir. À part dans des centres de tir. Il y a des moments où c'était tendu, où on était en disposition de combat et on était prêts. Mais j'ai jamais tiré. On t'a jamais tiré dessus ? Pas à ma connaissance. Alors qu'on était mélangés dans la population. Tu veux, je te donne un exemple. Par exemple... c'était à Gao. On allait visiter un chef de quartier. Et bref, on est reçu. Un chef de quartier, c'est quoi ? C'est l'équivalent du maire en France ? C'est l'équivalent d'un chef de circonscription, d'un maire de circonscription, par exemple. Et, bref, on est reçu par ce gars-là et on va dans sa concession. On appelle ça des concessions en Afrique. Et on discute. Enfin, l'objectif, c'est de nouer des relations sur le terrain pour faire avancer la mission. Et en fait, à cet endroit-là, en fait, ça faisait longtemps que des équipes françaises n'étaient pas venues. Et nous, les actions civilo-militaires et guerre psychologique, on était vraiment une des rares à patrouiller en ville et à nouer des contacts. C'était notre boulot, en fait. Et en fait, une semaine après, à cet endroit-là, à ce croisement précis, il y a eu une attaque qu'on appelle SVBIED. Donc c'est le véhicule piégé, en fait, qui fonce sur une patrouille. Et donc un terreau qui a foncé sur les VBCI de l'armée française. Et c'était à cet endroit-là. Et en fait, je l'ai vu une semaine après. Donc moi, j'étais retournée au PCAT, donc à l'état-major. Et là, c'est vrai que ça m'a fait ça m'a fait un peu bizarre. Je me fais, waouh, mais attends, j'étais là il y a une semaine, en fait. Il y a une semaine, j'étais là. Et en fait, ceux qui se sont fait attaquer, alors, il n'y a pas eu de morts français. Il y a eu malheureusement des morts maliens. Malheureusement, c'est toujours un peu la population civile qui ramasse. Et en fait... Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas dans des VBCI. Ils sont pas dans des véhicules blindés. Ils sont complètement à la merci des terreaux et ils sont pas protégés. Et donc, du coup, les Français, il y a eu des blessés, mais il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts maliens. Sauf que moi, en fait, je roulais pas en VBCI. Moi, j'avais un petit véhicule pourri. C'est-à-dire, c'était pas le même blindage que j'avais, quoi. Okay. Et je me suis dit, mais attends, si ça, c'était pour ma pomme, on aurait fini en chair à saucisse à l'intérieur du véhicule. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et pourquoi vous vous êtes pas déplacé en VBCI, vous ? Parce toutes les unités sont pas équipées pareil. Ok. Bah, comme je t'ai dit, je suis pas dans une unité combattante, donc nous, on n'était pas en VBCI. Après, peut-être que justement, ils les ont attaqués parce que... Enfin, j'en sais rien. Ah non, je pense que... En fait, dans ma tête, je pouvais pas... Non, je sais pas. Dans ma tête, je pouvais pas m'empêcher de me dire, ils les ont attaqués parce qu'on était là la semaine dernière. Ah oui, tu penses qu'ils Peut-être c'était une mesure de représailles, en fait, de dire, vous avez reçu des Français, le chef de quartier a reçu des Français, et ben boum. Et comme ils étaient repassés dans ce croisement-là, dans ce quartier-là, je me suis dit... Et les Maliens sur place, ils le voient. D'ailleurs, pourquoi on allait faire la guerre là-bas ? Je sais même pas. Parce qu'ils nous l'ont demandé. Opération Serval 2013. En fait, si tu veux, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que l'opération Serval,
elle a été là pour réparer les conneries de Nicolas Sarkozy avec Kadhafi. Si tu veux, pour des sombres raisons. Peut-être qu'on ne saura jamais. On a descendu Kadhafi. Le problème, c'est que c'est un mec qui tenait le carrefour de l'Afrique du Nord, quoi. Et en fait, si tu veux, ça a énormément déstabilisé la bande sahélo-saharienne. Ça a énormément déstabilisé la bande sahélo-saharienne. Oh, j'ai trop de mémoire, c'est terrible. Et on s'est retrouvés en fait avec des groupes terroristes qui ont été abreuvés d'armes et qui ont eu toute l'attitude en fait pour s'allier à la population locale, à régler leurs vieux problèmes avec les autres ethnies pour les foutre sur la gueule et en fait établir un État islamique au Sahel, quoi. D'accord. Et donc du coup à partir de là le Sahel c'est quoi, c'est une région? Le Sahel c'est une région, Maghreb, ouais. Exactement, c'est une région, on appelle ça la bande sahélo-saharienne et c'est en fait une espèce de bande avec une multitude de climats qui passent en fait à travers... C'est comme le Maghreb en fait. Non, c'est pas au Maghreb, mais je veux dire Oui, non, mais c'est pas au Maghreb, mais c'est comme le Maghreb, c'est une région, oui, okay. C'est ça. Et en fait, si tu veux la bande... Et le Sahel, t'as quoi? T'as Mali? Tu as le Mali, tu as la Mauritanie, tu as le Tchad, tu as le Niger. D'accord. Tu as le Burkina. Ouais, donc que des pays en plus où... C'est compliqué. Donc en fait, voilà, je peux répondre à ta question. On y allait parce qu'ils nous l'ont demandé. Parce que si tu veux, au Nord Mali, tu as des terroristes qui se sont alliés à des groupes Tamashek, donc des Touaregs, et qui ont foncé en fait sur le sud et qui étaient à deux doigts de faire tomber l'intégrité du Mali, d'en faire un État, pas un État fantoche, mais presque, quoi. Okay. Donc du coup, le président malien à l'époque avait appelé la France à l'aide. Il y a eu une résolution de l'ONU qui a été votée. Pour une fois, les choses ont été faites plus ou moins proprement. Et ça a été le déclenchement de l'opération Serval en 2013. Pourquoi le Mali appelle la France et pas l'Allemagne ou... Je sais pas, faut lui demander. Ça, t'as pas la réponse? Bah ça, je pense que c'est un héritage du colonialisme. Je pense qu'en fait, les deux pays sont proches depuis des années. Okay. Et voilà. Et du coup, je n'ai pas suivi ce conflit, mais on a bien fait les choses. C'est pas comme ce qui s'est passé c'est le pays là où l'Amérique est partie. Ouais, en Afghanistan. C'est différent parce que l'approche de l'armée française, elle est différente de l'armée américaine, à mon sens. Okay. Mais malgré tout, si tu veux, c'est une hydre à 1000 têtes. C'est-à-dire, tu coupes une tête, il y en a d'autres qui repoussent. Je pense qu'on a vraiment essayé de faire au mieux. Et pour y avoir été sur le terrain, je peux te dire, on y est encore un peu, mais c'est compliqué. Mali, par exemple, c'est compliqué. Enfin bref. Après, des fois, tu sais, entre on y est officiellement et on y est officieusement, il y a une différence. Je pense pour y avoir été, on a vraiment, à mon sens, fait les choses le plus correctement possible. Okay. Enfin, je veux dire, moi, mon métier, c'était faire en sorte que la mission soit accomplie avec des moyens, où on prend en compte la population. C'est-à-dire qu'on avait compris dans l'armée française qu'on ne pouvait pas accomplir un objectif uniquement avec des chars et des armes, etc. Donc, je te donne un exemple tout con. Une de nos missions dans les actions civiles ou militaires, dans la guerre psychologique, c'était ok, sur cette route, il y a des IED. On n'arrête pas de se ramasser des IED sur la gueule à chaque fois qu'on passe. Comment on fait, en fait, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'IED sur cette route? Tu essaies de comprendre, ok, qui pose des IED? Pourquoi il pose des IED? Ah, ok, c'est un gamin qui est payé par les terreaux. Pourquoi le gamin, il pose des IED? Parce qu'il n'a pas d'argent, et puis parce qu'il est pauvre, et puis parce qu'il ne va pas à l'école. Ok, donc on va faire en sorte que ce gamin ait un avenir. Comment tu fais? Et ben, en fait, tu lui construis une école. Ok, mais pour lui construire une école, il va falloir un puits. Il va falloir un réfectoire parce que le gamin il fait 10 km matin, 10 km le soir, donc il faut un réfectoire, le puits il faut l'école. Ok, mais s'il y a une école, il faut un prof. Ok, donc le prof qui c'est qu'il fournit? C'est pas les gens locaux, c'est Bamako qui veut garder la main mise quand même sur son territoire, donc il faut aller négocier au rectorat de Bamako. Sauf que le prof de Bamako il se chie dessus, il veut pas y aller parce que on est en plein territoire Tamashek et lui il est peut-être Bambara, il veut pas. Ok, comment on fait? Bon, on construit une base. Ok, mais pour qu'il y ait une base, il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des forces armées maliennes. Ok, dans ce cas il faut les former. Tu vois, c'est un cercle infini qui est très long, ça prend énormément de temps. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut tout créer. Il faut tout créer, et en fait, moi, mon métier, c'était vraiment de prendre en compte la dimension humaine des opérations. C'était ça, moi, j'étais analyste EHO, environnement humain des opérations. Et l'idée, c'était de comprendre, en fait, tous ces liens qu'il y avait entre poser une bombe et construire un réfectoire. Et a posteriori, en étant allé sur place, est-ce que tu crois que c'est une bonne chose parce qu'en fait, on dit il faut tout créer, mais il faut tout créer ce que nous, on a créé pour nous. Est-ce que c'est une bonne chose de l'imposer à des pays étrangers? Est-ce que finalement... C'est pas pour nous qu'on l'a créé, hein. C'est pas les militaires français qui allaient bouffer dans le réfectoire non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, là, tu vois, tout ce que t'expliques, ça semble d'une logique implacable, puisque c'est notre manière de penser, en tant que Français. Mais non, moi, mon métier, c'était de comprendre leur manière de penser. Mais peut-être qu'eux, ils voulaient pas d'école. Enfin, j'en sais rien, tu vois, je dis une connerie, ça a pas de sens, ce que je viens de dire. Mais tu vois, peut-être que eux, mais eux, quand tu les écoutes, ils voulaient qu'on se casse et qu'on les laisse s'entretuer. Bien sûr. Après, tu as des intérêts qui sont géopolitiques et qui sont autres, quoi. Ouais. On n'était pas des humanitaires, hein.
Civilo-militaire, c'est pas humanitaire. On est là pour accomplir une mission militaire. Donc c'est sûr, eux, il y a des gens, tu les écoutais, ils avaient juste envie qu'on se casse pour qu'ils aillent zigouiller leurs voisins. Sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc ouais, forcément, peut-être qu'ils veulent pas d'école, mais en fait, nous, on a décidé qu'il fallait une école parce que le gamin, comme ça, il va pas poser des bombes. Et puis comme ça, on peut passer. C'est ça, c'est une intervention militaire. Ça reste une intervention militaire, on n'est pas des humanitaires. Maintenant, comme on n'est pas débiles, on essaie de faire les choses correctement. Mais je pense que ça... Ça a marché, vous avez construit des écoles, etc. Oui, bien sûr. On a fait des choses, mais le problème, c'est que c'est très compliqué. Et puis, on a aussi d'autres forces qui sont en présence. Tu prends les Russes, par exemple... ils ont fait d'autres intérêts géopolitiques bien qui sûr. font d'autres choses. Bah, évidemment, c'est la guerre de l'information, elle est toujours là. Et peut-être qu'on a, je sais pas, hein, j'en sais rien, mais peut-être qu'on n'a pas été assez bon à ce niveau-là. Ça doit être dur d'être président quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Tu vois, là, on parle que d'un sujet, on parle de l'armée. Je dis le mec parce que ça a toujours été des mecs en France président. Mais il faut qu'ils gèrent l'armée, les conflits. Mais c'est pas possible, à mon sens, c'est impossible. C'est pour ça, ce modèle-là, il a été fait pour le général de Gaulle et il est fait pour aucune autre personne. Il est dépassé, ce modèle. Il y a trop de trucs à gérer. Bien sûr, il faut un modèle à la Suisse, qui est la seule vraie démocratie. Mais bon, c'est encore un autre sujet, on s'éloigne. Mais ok, intéressant. Je pensais pas que c'était... Aujourd'hui, aller au Mali, c'est... Tu vas tirer comme ça? Non, tu vas pas, non. Mais même avant, t'y allais pas. C'était un coup à se faire kidnapper. Là, aujourd'hui, tu penses que tu vas visiter le Mali, mais tu ne vas pas visiter le Mali. Tu n'y vas pas. T'es blanc, t'es roux en plus. Tu vaux très cher. Non, mais c'est vrai. Et en plus, l'État français paye quasiment systématiquement les rançons. Donc, chier quoi. Mes impôts, j'aimerais bien qu'ils servent à autre chose. Ok. C'est quoi T'es allé dans d'autres pays qui pourraient être considérés comme dangereux? Non, on a posé au Niger. Je suis allée au nord du Tchad. Ça, c'était quand même assez what the fuck. Mais, Pourquoi? Parce que c'était une piste sur laquelle on n'avait pas posé depuis, je sais pas, au moins 20 ans. Non, mais en fait, si tu veux, il y a toujours des moments baladex, comme on les appelle, tu vois. C'est-à-dire, en gros, t'es là, tu t'es venu parce que... en gros, ils ont dit à l'état-major, ouais, il nous faut un poids minimum pour l'avion. Il faut qu'on le remplisse. Si tu veux venir, je suis OK. Je te jure, c'est vrai. Et en fait, tu finis au pied du Tibesti sur une piste éclatée qui n'a pas accueilli un avion depuis des dizaines d'années. Ah ouais? Ouais. Et t'arrives, il n'y a rien, quoi. Et on te dit, bah surtout, tu vas pas là-bas parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est encore miné ou pas. Ok. Et donc, tu te dis, bon, bah ok, je fais comment pour chier que tu galères. Ah ouais? Ouais, mais c'était quoi, 2-3 semaines là-bas? Non, pas du tout, on est resté la journée. Ah oui, On est resté la journée, on a ramené un gamin qui s'était fait tirer dessus, c'était pas drôle, mais... Et c'est quoi? C'est le tiers-monde absolu, genre? Enfin, il y a rien, Ouais, y a rien. Ils ont même pas oui, c'est le tiers-monde. Moi, j'ai vu des chefs qui bouffaient du carton parce qu'ils avaient rien d'autre à bouffer. Ok. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est même pas... Enfin, tu vois, moi, je suis allé en Colombie cet été. Quand t'entends la Colombie, tu te dis, c'est la guerre. Enfin, les gens se disent, c'est flexi. Et en fait, là-bas, là, c'est vraiment un autre monde, là. Ah, là, c'est un autre monde, ouais. Là, c'est des gens qui ont vraiment pas d'argent et qui... Ok. Ça impacte, je trouve, quand même, d'aller dans des... Encore plus pour ce que... En fait, moi, ce que je trouve dommage dans le voyage, c'est que souvent, ça t'impacte, mais pendant quelques semaines après, quand tu rentres, et c'est malheureux, mais t'oublies. Tu te refais à ton quotidien et t'oublies presque ce qui s'est passé. Ça a duré longtemps, quand même. Ah ouais? Bah, tu passes 6 mois dans une boîte, enfermé, dans le Sahel, tu te réadaptes pas comme ça. Hein. Ok. C'est pas pareil. Après, c'est un entre-soi un peu. Tu vis même pas la vraie vie d'un... Ah non, bah non, mais non, bien sûr que non. C'est pour ça que je dis... Tu manges de la bouffe française? Enfin, oui. En fait, c'est un mélange. Faire tes courses dans les magasins, malien. Alors, ça dépend. Au Mali, non. Au Tchad, oui, on sortait. T'allais dans des bars et tout? Ouais. Ok. Tu te mélangeais à la population, genre? C'est très rare, mais ça arrivait. Ok. Ok. Alors, pas ce genre de mélange. Alors, il y a des militaires français qui se mélangeaient allègrement. Moi, quand je dis se mélanger, c'était faire parler avec des Tchadiens, quoi. Mais c'est vrai que c'était rare. Il y avait une vraie séparation, quoi. Mais ça arrivait dans certains endroits très rares. J'imagine qu'ils parlaient pas forcément anglais non plus. Si. Compliqué. Si. Ah, si. Pas les prendre pour des débiles. Hein. Ok. Non, si, ils étaient très cultivés. Après, les gens qu'on fréquentait, c'était des endroits qui valaient très cher. C'était genre des hôtels, des boîtes de nuit d'hôtel, etc. Okay. C'est des gens qui avaient les moyens. C'était la haute société tchadienne. Ok. Alors, je les prends pas pour des débiles, mais quand t'as pas accès à la culture, t'as pas accès à la culture. Hein. Ah oui, ils avaient accès. Ok. Oui, donc comme tu dis, c'était pas tout. Ils roulaient en très belle voiture, il y avait pas de problème. Mais c'était des Tchadiens, quoi. Et ils vivaient quand même au Tchad, du coup? Ouais,
Parce qu'ils voulaient rester... Ah bah ouais. Ok. Et il n'y a pas une jalousie de la population quand il y a une différence aussi importante? Vis-à-vis de qui? Bah, vis-à-vis d'eux, des personnes riches dans le Ça, pays. c'est tout le problème du Tchad. Regarde l'histoire d'Idriss Déby. C'est la personne dont tu... C'est le président? C'était l'ancien président, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Il fait est issu d'une minorité ethnique et qui a un peu pris le pouvoir, mais bon, on va s'éloigner encore. Ok. Ça, c'est un autre père Castor. Ok, donc ça a été un peu ton aventure. Revenons sur la partie un peu plus entrepreneuriale, mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Donc, tu as lancé des activités de freelance, tu as développé ces activités de freelance. Et qu'est-ce qui a fait que tu as passé un step à un moment donné, que tu es passé sur l'immobilier et que entre 2017 et 2020, j'imagine que tu as été freelance. Ensuite, tu t'es lancé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui a fait le C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis rentrée d'opération extérieure, j'ai demandé le divorce. Ok, donc tu étais mariée en plus à ce moment-là. Exactement. Tu étais mariée jeune, toi, je crois, non? 25 ans. Ok. Et je suis rentrée, ça m'a remis les idées à l'endroit. Ok. Et du coup, j'ai dit, mais en fait, ça va pas du tout ma vie, je me casse de là. Et je me suis retrouvée, j'avais pas d'appart, parce qu'en fait, on avait acheté... Pas facile à faire, j'imagine, avec une culture serbe, ou ça change rien? Mon père était décédé, donc au moins, il me cassait pas la tête. De toute façon, il m'aurait suivi. Enfin, voilà, si je suis pas heureuse, je me barre, mais non, ça va, c'est pas si rigide, tu vois. Ok. Mais ça reste quand même difficile de prendre cette décision parce que c'est pas une décision qui est anodine, mais ça a été compliqué dans le sens où en fait on avait acheté un appart avec mon ex-mari, c'est lui qui était dedans, donc moi je me suis retrouvée, j'avais pas de logement, pas de taf, parce que moi je rentrais d'OPEX et j'avais pas de, j'étais freelance, mais quand tu pars 6 mois, 7 mois en mission, les clients ils t'oublient. Hein. C'est pas parce que tu reviens que tout de suite tu vas reprendre des missions, pas du tout. Ouais, bien sûr. Et en fait là je me suis dit mais j'ai rien, ça craint quoi. Je veux dire je suis rentrée d'OPEX, j'avais quel âge? J'avais 28 ans. Je me suis retrouvée sans rien, je me suis dit ça craint quand même, j'avais pas de patrimoine. C'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que, et en plus je l'ai un peu conceptualisé quand tu me l'as dit en même temps, c'est vrai que t'as beau être, en fait, toute la difficulté du job qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à la fois t'as un peu la liberté de faire, si une journée t'as la flemme, tu vas bosser 3-4 heures, mais en même temps il faut être toujours un peu là, parce que tu peux pas prendre une année sabbatique, parce que sinon c'est mort tout ce que t'as construit. Alors tu peux peut-être, mais si tu coupes tout pendant un an, compliqué de revenir. Ouais, c'est compliqué. En fait, ça s'arrête jamais vraiment. Bah oui, c'est toute la beauté des vrais revenus passifs. Il y en a très peu en vrai, des vrais revenus passifs. C'est un des sujets que j'aborde aussi dans Bosser Finance, c'est que... Bah, l'immobilier, ça l'est. L'immobilier, tu te barres, tu reviens, toujours là. Ouais, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça se passe aussi bien. Ça dépend de quel type d'immobilier, ça dépend comment tu l'as organisé, ça dépend de ton approche vis-à-vis de l'immobilier, ça dépend de plein de choses. Moi, sur de la location longue durée, sur ce que j'ai aujourd'hui... Oui, on est d'accord. J'y vais jamais, hein. Mais moi, je fais de la location courte durée, je fais de la colocation. Voilà. Faut quand même veiller un petit peu au grain. Ouais. Ouais, mais oui, en effet. Ok, et donc du coup, là, qu'est-ce qui fait que tu divorces? Ouais. T'as 28 ans, on est en... 2018. 2018. Je rentre d'opération extérieure. Ok, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Bah, je demande le divorce, je me casse, je prends mes affaires et je vais dormir chez des potes à Paris. Okay. Et je recherche du taf. Ok. Et je suis prise chez Publicis Group. Ok. En tant que consultante senior. Sur la... Partie veille. Non, alors ils sont allés après sur les champs. J'étais du côté du Grand Boulevard, je crois, enfin des Grands Boulevards. Ok. Et assez rapidement, je me fais débaucher par une autre boîte, donc une entreprise pharmaceutique. À ce moment-là, t'avais pas Insta? Enfin, où t'avais Insta? Vite fait, c'était un Insta perso, quoi. Ok. Et donc du coup, je me fais débaucher par cette boîte, je suis embauchée. Voilà, ma vie change, très bon salaire. Je suis responsable d'un pôle veille. À la défense, qu'est-ce qui se passe dans la vie? Enfin, un retour fulgurant, quoi. Et plus de freelance, plus rien, par contre. Non. J'ai clôturé la boîte, j'étais salariée, quoi. Okay. Et c'est là que j'ai réalisé, je me suis dit, putain, mais tu t'es retrouvée sans rien. À un moment donné, t'avais 28 balais, ça craint. Et c'est là aussi que j'ai commencé, en fait, à comprendre l'intérêt de l'investissement. J'avais un nouveau chéri à l'époque qui était déjà dans le milieu et qui m'avait un petit peu acculturée. Même si au début, je me foutais un peu de sa gueule. En fait, je me suis rendu compte qu'il avait raison. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à investir. Parce que j'ai eu cette expérience de vie-là. Quelle année? Je sais plus. Alors, ma première action d'investissement, je sais plus si c'était fin 2019 ou début 2020. Quand tu dis première action, genre ta première visite? Non, j'ai acheté des actions ou de la crypto, je sais plus ce que j'ai fait. Mais... Ah, ta première action, genre en mode t'as acheté un truc d'une foncière cotée le premier acte d'investissement. Okay. C'était sur les marchés financiers, avant l'immobilier. Ok. Parce que l'IMO, c'est en quelle année où t'as acheté ton 2020. premier? 2020. J'en ai acheté deux en même temps. Ok. Je me suis énervée.
Ok, moi aussi. Le premier bien, j'en ai acheté 2 en même temps. J'en ai acheté un en juillet et un en août. Ah non, moi c'était le même jour. Ah, le même jour. J'arrive à la banque, je pose les 2 papiers sur la table, je dis bonjour. J'ai compris un truc, maintenant il va falloir m'aider. Ouais, voilà, c'était un peu ça. En fait, c'est pas mal ça. Et puis j'ai eu les 2 crédits sans souci. Et voilà. Parce que tu avais ton CDI à Paris. Ah oui, enfin j'étais à quoi, à 3000 net par mois. Moi j'étais quelqu'un d'économe et j'avais compris l'intérêt de réduire au maximum ses passifs. Donc j'avais pris un appartement tout pourri. Pété au sol là, j'appelais ça le terrarium. Ah ouais, parce qu'il était en entresol en fait, et quand j'ouvrais la fenêtre, j'étais face au sol, il y avait des araignées qui rentraient. C'est un sketch, tu vois. Mais il me coûtait. Allez les filles, on rentre. Mais c'était 690 € de loyer quoi. Ouais, pour Paname, c'est pas cher. C'est pas cher, j'étais à Suresnes, j'étais à côté de Puteaux quoi, donc c'était nickel. Ouais. Et voilà, et du coup ça m'a laissé. En fait, je m'étais servi de la solde OPEX pour payer mes passifs, parce qu'en fait j'avais encore un crédit étudiant, parce que moi, voilà, parent fauché est égal crédit étudiant. Donc j'ai tout seul des crédits voiture, crédit étudiant, et en fait je suis arrivée à Paris, j'étais neuve, zéro. Comme un sous-neuf. Je pars à 0, et voilà. Ok. Donc voilà comment ça a commencé. Donc t'as signé ton premier bien en 2020, t'avais donc 30 ans. Ouais. Ok. Et donc, tu as acheté des actions, tu as développé tout ton patrimoine. Ouais. Avant de continuer sur cette aventure, si tu avais, et de venir un peu à ce qui t'a amené à faire ce que tu as fait aujourd'hui, si tu avais un choix, tu pouvais investir sur un seul actif, avec les connaissances que tu as sur tous les sujets, tu ferais lequel ? À quelle époque ? Là, aujourd'hui, en juin 2024. Genre si j'avais... T'as pas le droit de faire de l'immobilier, de la bourse, de la crypto, tu dois en choisir qu'un seul, tu prends lequel ? Mais j'ai quel budget ? T'as quel budget ? On va dire que t'es finançable, on va dire que t'as 20 000 € sur tes comptes, et donc t'es finançable à hauteur de 150 200 000 € si tu fais de l'IMO. En bourse, t'as 20 000 et en crypto, t'as 20 000. Comment je répartis ? Non, t'en as que un que tu peux choisir. Ah, chier. Bah oui, c'est relou ma question, mais c'est le Bah, principe. si tu me dis je peux en choisir qu'un, en fait le problème c'est que le levier bancaire c'est intéressant et c'est un peu l'intérêt principal de l'immobilier. Ouais, je suis d'accord. Maintenant c'est pas mon investissement préféré, bizarrement. Mais c'est vrai que si tu te passes du levier bancaire... Bah, en vrai, si tu me poses la question avec du recul, je me dis je fous tout sur les marchés financiers et je crée ma boîte. Et tu crées ta boîte ? Ouais. Ok. En fait, moi c'est ça, c'est tout le concept de Booster Finance, en fait, c'est de cumuler les stratégies. Parce qu'il n'y en a pas une qui suffit en fait. Ah, mais c'est pour ça que ma question est relou. Elle est relou et elle est insolvable parce qu'il n'y en a pas un qui est suffisant. Et moi, c'est tout mon propos, c'est qu'il faut qu'on combine les stratégies pour s'en sortir. En fait, c'est ce que j'explique en fait, quand tu arrives dans Booster Finance, et même avant, les gens avant qu'ils embarquent, je leur explique que pour moi, il y a un truc qui s'appelle le triptyque de l'enrichissement. C'est-à-dire que tu as d'un côté le levier, de l'autre côté le capital et de l'autre côté le rendement. Le rendement, c'est tout ce qui va être par exemple la bourse, c'est insuffisant parce que ça dépend de ton capital. Ton capital est petit, tes rendements seront petits. Non, ça veut pas dire que ton rendement sera petit, mais je veux dire ton rendement ne sera pas suffisant parce qu'il sera sur un petit capital. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Le levier, à un moment donné, c'est limité parce que tu peux pas emprunter à l'infini, malheureusement. Il y a que la France qui peut se permettre de s'endetter au-delà de 100%, n'est-ce pas ? Après, tu peux t'associer, il y a des solutions, mais bien c'est sûr que c'est pas toujours les plus mais c'est difficilement scalable, on va dire ça. Et le capital, c'est quand même pas facile. Le capital, c'est ton salaire, c'est l'argent que tu touches tous les mois. C'est pas évident à faire grossir cette bosse-là. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais ? Tu combines les trois. Ouais. Je dis pas que je suis pas d'accord, mais c'est vrai que c'est un peu une vision que la diversification, souvent on prône ce sujet-là. On en parlait, tu vois, la semaine dernière avec Yoni, et j'étais assez d'accord avec lui. Moi, je pense qu'au contraire, alors ça dépend sur quoi, parce que c'est risqué. Mais je crois beaucoup, même dans l'investissement, à la spécialisation. Et après, quand tu as des moyens financiers importants, peut-être déléguer. Mais au départ aussi, ça peut être bien. Mais je crois que faire que de l'immobilier marchand de biens, c'est pas con. Non, c'est pas con. Que la promotion, là en ce moment, c'est moins bien. Mais il fait pas que de l'immobilier du marchand de biens. Hein. Yoni ? Non, il fait de l'entrepreneuriat. Je te parle en investissement. Voilà. En investissement. Il a 2 piliers du triptyque. Je suis sûre qu'il a un portefeuille actions de bon père de famille aussi. Donc il a complété son triptyque. Peut-être, mais il doit pas avoir grand-chose par rapport à cette présentation. T'es pas obligé d'avoir tous les trois piliers du triptyque à égalité. Ok. Mais les 3 sont, à mon sens, nécessaires pour avoir des finances saines. Non, mais de toute façon, t'as rarement... Non, mais c'est bon, t'as répondu à la question. T'as rarement que des investisseurs. Non, mais t'as rarement que un investisseur où il fait que ça. Quoique... On est d'accord. Il y a des investisseurs pros après, mais je veux dire...
tous à notre échelle, et tous les gens qui ont réussi, ont les 3 plus ou moins en même temps. Ouais, ou au moins 2. Au moins 2, et il y a entrepreneuriat et investissement. Oui, il y en a un qui laisse dormir le rendement, et il a forcément des trucs à rendement, et il a un petit portefeuille action, c'est sûr. On lui demandera. C'est possible. Mais tu vois, rien que cette conversation-là prouve que le triptyque, il est cohérent. Et c'est le fruit de mes observations aussi, c'est le fruit de ma veille. Faudrait que je pense que je vais le faire. Là, j'ai presque envie de l'appeler, de le mettre sur haut-parleur et lui demander vas-y, appelle-le. Allez, vas-y. Là, il va dire que je le saoule. Mais c'est sûr, mais c'est Yoni, c'est pas grave. Ok, c'est Yoni. C'est vraiment parce que c'est l'appel à un ami, tu sais. ça va le saouler. Hein. C'est pas grave. Je connais Yoni, il va gueuler. Hein. Mais il va gueuler, c'est pas grave. Il va dire putain, t'es chiant, j'ai autre chose à foutre. Non, mais je pense qu'il va me répondre en plus. On va tester. Si tu veux, je l'appelle aussi. Non, vas-y, attends, je vais l'appeler, je le mets sur haut-parleur. Je vais lui dire, t'es sur un podcast, il va me dire, je te crois pas. Faut que je l'interviewe en plus. Allô ? Ouais, tu vois, il me répond. Tu m'entends ? Ouais, ça va ? T'es en plein podcast. Ça va. T'es en plein podcast, je suis avec Tania et on parlait de toi. C'est enregistré, donc dis pas de conneries. Je te dérange, je sais que ça va te saouler, mais c'est Tania qui m'a mis le challenge de t'appeler et tu sais que je fais ce genre de truc. On parlait de l'investissement et je lui disais, avec Yoni, on a une vision un peu similaire. On a envie de... On se focus sur un sujet. Tu sais, c'était la discussion qu'on avait autour de la table quand on avait fait les hot sites. Non, pas les hot sites, juste après, là, vendredi après-midi. Et du coup... La diversification. Ouais, exactement. Et du coup, on se posait la question. Et elle m'a dit, je suis sûr que Yoni, il a un portefeuille action. Est-ce que tu fais que de l'IMO ou est-ce que tu as aussi un portefeuille bourse action ? Je n'ai pas de portefeuille de bourse action, mais il faudrait que j'en ai. J'ai pas la motivation d'apprendre en fait à le faire. J'ai voulu ouvrir un portefeuille, mais surtout avec ma holding, et en fait, ça a été très compliqué. Et en fait, ça m'intéressait pas suffisamment pour que j'accepte de grimper les obstacles. Et donc j'ai consulté des CGP, des trucs comme ça. J'ai pas trop réussi à me faire conseiller comme il fallait. Et donc, je n'ai pas de portefeuille action, j'ai un portefeuille crypto. Ah, t'as un portefeuille voilà. Comme ça. Mais est-ce qu'il a un rendement sur sa crypto ? J'ai un portefeuille crypto qui, en fait, j'en ai un parce qu'il est géré par quelqu'un qui s'y connaît. Et parce que c'est pareil, moi j'ai pas l'appétence pour apprendre. Il a un rendement dessus ou pas ? Je suis full IMO, mais j'ai des petits investissements financiers aussi, tu vois, du crowdfunding, des trucs comme ça, mais voilà. qui sont aussi dans l'IMO. Merci. Donc au final, je suis quand même très très exposé à l'IMO. Ok, bon, Tania est contente. Mais c'est un problème, je sais que je devrais ouvrir un portefeuille action, c'est juste que pour passer la motivation. Ok. Bah écoute, hyper intéressant. Bon, ça va dans le sens de Tania et finalement, t'as diversifié. Mais t'es pas à 33 par contre. Non, pas du tout. Ok. Bon, Yoni, je suis vraiment désolé de t'avoir dérangé comme ça. Mais et par contre, je t'invite. Que ça ne se reproduise plus. J'aurais été sûr que t'allais me dire ça. Je te remettrai plus. En tout cas, dans la mesure du possible. Mais c'est parce qu'on a passé tellement une bonne semaine la semaine dernière que j'ai pensé à toi, c'est pour ça. Merci Yoni. Ça me fait plaisir. C'est parce qu'on a passé une bonne semaine que je t'ai répondu. Ok, ça marche. Bon, et tu me diras quand tu seras à Paris. Tu me diras quand tu seras à Paris que je t'invite sur le podcast. Ça marche, avec plaisir. Bon, allez, bisous. À plus tard. Salut. Bon, tu vois, il y en a un petit peu quand même. Donc ouais. non, mon propos, c'est pas que tu sois à 33, c'est que tu combines d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Mais non, mais je comprends. Après, il va un peu dans ton sens en disant qu'il en a un peu. Je vais pas demander parce que Yoni, et qu'il veut le faire parce qu'il considère que c'est un problème. Donc... Ouais, il considère qu'il doit le faire. Par contre. Voilà. Mais je pense qu'il y en a ça plein. Mon propos. Il y en a plein qui sont dans cette situation-là d'ailleurs. Ah mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Pour booster tes J'ai finances. un produit Market Fit pour booster tes finances. C'est quoi l'objectif ? Enfin, l'objectif, tu vas me dire, c'est le plus possible, mais fin d'année, t'aimerais avoir combien de personnes sur Booster Finance ? Déjà, j'ai passé les 100, donc ça c'était cool, c'était un premier objectif. Là, j'aimerais bien passer les 300 d'ici la fin de l'année. Ok. C'est un gros objectif. Ok. 300, ça. Ok. Donc 200 ça là, commence sur à les être 6 pas mal. prochains mois, il faudra aller chercher. Ouais. Ok. En commençant la pub peut-être, parce qu'il faut quand même dire que t'as tout fait en organique. Ouais, je sais. Oui, c'est vrai, c'est que du full organique et c'est vrai que j'ai un dispositif de vente qui est très très soft. Tu étais là d'ailleurs, Ouais. Mes élèves l'ont confirmé en disant voilà, ça va, c'est tranquille. Ouais. Et c'est mon problème, c'est-à-dire que je suis pas assez bonne vendeuse. Ouais, t'oses pas dire. Je sais pas si j'ose pas dire, c'est vrai que j'ai eu un petit syndrome de l'imposteur. Ok. Le mastermind m'a aidé aussi. Ok. Mais c'est vrai que je suis pas assez.
Ouais, j'ai un syndrome d'imposteurs, je pense. Mais quand j'aurai l'AMF et le CIF, ça ira mieux, je pense. On va faire un saut là assez rapide. On va arriver quasiment à aujourd'hui parce qu'il s'est passé plein de choses. T'as fait de l'immobilier, t'as eu plein de galères, etc. Mais ça, j'imagine qu'on va sur ton compte Insta pour voir les réels, etc. Oui. Ça a été quoi? J'aime bien parce qu'en plus, toi, tu fais partie du mastermind. C'était quoi l'impact? Il y a eu un impact ou tu le sens pas encore? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un... Parce que toi, tu fais plusieurs masterminds. Tu as celui de Guillaume et Émilie. Tu viens à celui de Gérald. Peut-être qu'il y en a d'autres que je connais pas. Non. Je n'ai pas les moyens. Est-ce que ça t'impacte personnellement? Ça a changé quoi? Pour celles et ceux qui hésitent, qui écoutent, qui sont dans un moment entrepreneurial où ils avancent, qui aimeraient bien passer les étapes suivantes, ça a changé quoi pour toi? Ça change déjà d'avoir l'envers du décor de tes influenceurs préférés. Et ça, c'est hyper intéressant en fait de se dire, bon, on a le devant de la scène et puis on a le derrière de la scène. Et en tant que personne qui veut aller devant la scène, c'est intéressant aussi de voir quelles sont les galères que les autres personnes ont traversées, comment elles ont réussi à traverser ça. Ça me permet aussi de immédiatement court-circuiter des croyances limitantes que je pourrais avoir à base de « ouais mais je peux pas faire ça, c'est pas possible » ou « ouais mais non mais ça c'est trop ». Enfin, ce genre de choses. Ça me permet de prendre conscience aussi assez rapidement de ce que je dois faire et que je ne fais pas. Tu vois, tout de suite, tu me regardes trop chou, mais comment ça, tu fais pas de pub, mais t'es vraiment une grosse bolosse, Tania. Et en fait, à chaque fois, j'ai mon mastermind, je sais que je suis la bolosse du groupe parce que il y a plein de trucs que je devrais faire que je fais pas, tu vois. Et en fait, avoir conscience de ça, ça m'aide en fait à aller vers l'avant. Ça m'aide à ne pas stagner, à toujours aller vers l'avant, etc. Et puis voilà. Et t'hésites pas à prendre des grosses marches aussi? C'est-à-dire? Le mastermind, c'est vrai qu'il y a quand même comme tu disais, peut-être au début, c'était un peu rigide, difficile, et aujourd'hui, pour moi, t'as toujours fait partie des membres comme les autres. Oui, au début, c'est un peu impressionnant. Surtout quand tu débarques, t'es un bébé, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis constamment la dernière, je pense, en termes de CA, en termes de tout, quoi. Mais c'est quelque part, c'est volontaire aussi de me retrouver dans ce genre d'endroit. Parce que je me suis dit, c'est là où je dois être, vu que je suis la plus conne de la salle. Je pense pas que ce soit le cas, mais... Non, pas la plus conne, mais je veux dire la moins avancée, tu vois. Ouais, en termes de business. Ouais. J'ai même pas 2 ans d'entrepreneuriat. J'ai eu des expériences un peu bizarres. Et puis en fait, mon produit, il a 6 mois, quoi. Si, quand même, depuis 2017. Ouais, mais attends, j'appelle pas ça l'entrepreneuriat, moi. J'appelle ça subir. J'étais un subitosaure à l'époque. Hein. Ouais, mais c'est ta courbe d'apprentissage. Oui, certes. Elle est très longue. Hein. Moi, je dis toujours, j'apprends tout, mais avec 2 ans d'écart. Tu vois, moi, j'ai vu Matrix il y a pas longtemps, par exemple. Mais moi, c'est pareil. Ma vie, c'est cette morte dans le film. Ouais, mais alors là, pour le coup, je pense que l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose que l'investissement immobilier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs sur les réseaux qui te disent que c'est facile. Et en fait, c'est l'enfer pour tout le monde. C'est facile pour personne, à part pour les mecs du CBD qui... Voilà, petit clin d'œil. Mais non, mais ça n'existe pas, des histoires comme ça. Enfin, c'est des mecs qui... je peux parler d'eux parce qu'en plus, ils passent sur le podcast début août. Ils viennent début août. C'est des mecs, c'est complètement hors sol. Ils ont 23 ans, ils ont fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et avec des marges colossales. C'est complètement surréaliste. Mais j'en parlais avec David, qui est expert comptable... qui est devenu un bon copain. Qui le sait parce qu'il fait des bilans. Et voilà, on en parlait ensemble. Il me disait, mais ça n'existe pas. Il faut pas prendre ça en référence. Parce que des gens comme ça en France, sans mentir, hein, des gens comme eux, je pense qu'ils font partie du top 30 ou top 50 des plus riches français de leur âge. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est clair. C'est sûr. C'est quasiment sûr. Mais c'est ça aussi le filtre et le côté un peu traître des réseaux, c'est qu'on prend ça en référence. Ouais. C'est bien que ça soit des gens qui soient mis en exemple. C'est génial parce qu'ils sont inspirants et c'est hyper intéressant de comprendre comment ils ont fait. Mais bordel, c'est pas une référence. Non, mais et en fait, il n'y a que ça aujourd'hui, c'est chiant. Pareil pour l'immobilier, pareil pour tout en fait. Ouais, et bah tu vois, en entrepreneuriat, il y en a peut-être moins qui en parlent et qui disent, tu vois, tu dis, ça fait 2 ans que je fais de l'entrepreneuriat. Non, en fait, ça fait ça depuis 2017. En fait, ça va faire 7 ans que j'ai été salarié. J'ai créé mon side business aussi. Bah, au moins depuis 2020, depuis que tu as lancé l'investissement immobilier, indirectement, ça tourne autour. Oui, là, oui, je veux bien. Tu as lancé ton Insta, ça fait quand même 4 ans. Je suis d'accord. Ça prend du temps. Et en plus, tu l'as fait à 30 ans, donc tu avais quand même de la maturité et de l'expérience. Il y a plein de gens qui se lancent et qui se cassent les dents. Et moi, le premier, au départ. Après, la chance que j'ai eue, c'est que moi, je l'ai fait pendant mes études. Donc, du coup, si tu fais de la merde pendant tes études, c'est pas grave parce que de toute façon, tu es étudiant. Donc, du coup, tu te dis au pire, de toute façon, je suis étudiant comme tout le monde. Donc, j'ai mon diplôme et c'est pas très grave. Enfin, jusqu'alors, je l'avais pas, là, jusqu'à la semaine dernière. Mais bon, maintenant j'ai réussi à aller au bout. Mais c'est quand même ça, toute la difficulté. Et pour moi, l'entrepreneuriat,
de loin, c'est mon avis, hein, mais plus dur que l'immobilier. Hein. Ouais, je suis de loin. Hein. Ouais, de ouf. C'est vraiment. Les deux sont durs en vrai. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est. Non, quand mais même, l'immobilier, une fois que tu as compris à peu près le truc, que tu vois les grands mécanismes. Ouais, mais ça coûte cher de comprendre des fois. Ouais, mais tu te fais baiser sur les travaux, tu comprends le truc, tu essayes de pas trop faire de la merde sur ces sujets-là. C'est là où en vrai, pour moi, le gros risque en immobilier, c'est vraiment ça. C'est vraiment la partie travaux et la partie locataire s'il a décidé de te casser les pieds. Mais si tu comprends à peu près ces enjeux-là, après, au pire, si l'appart il est rendu sale, c'est pas grave, tu passes 2 jours. Enfin, ça va pas te tuer. L'entrepreneuriat, des fois, ça vend pas, tu sais pas pourquoi. Ça prend un temps de dingue. En plus, c'est d'une frustration absolue parce que autant en immobilier, la scalabilité, elle est assez faible. T'as pas de gens qui sont multimillionnaires à 25 ans en immobilier. Sauf ceux qui mentent. Voilà, non mais je veux dire... ça c'est gratuit ça. Mais, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est très rare. Si, sur Instagram, je te jure, ça existe. Mais veut pas s'arrêter. mais ça, c'est très compliqué. Oui. Alors qu'en entrepreneuriat, ça existe. Et ça existe vraiment parce qu'on les connaît. Enfin, je peux vous dire qu'on en a. Mais il n'y en a pas 15 000. Ils sont déjà dans un mastermind. Et dans un mastermind, tu n'as pas 15 000 personnes. Oui. Et c'est les plus riches du mastermind et accessoirement les plus jeunes. Donc, il n'y en a pas 15 000. T'as envie de te jeter. T'ouvres la fenêtre, tu te jettes. Quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, c'est pas possible, je suis passé à côté d'un truc. Ah ouais, et en plus, de ma vie. Je les adore. Hein. Moi, c'est devenu des bons amis. Franchement, je les adore. Mais sincèrement, je sais pas s'ils vont écouter ce passage, mais en plus, c'est pas méchant quand je dis ça, mais ils sont pas au-dessus de la moyenne. Ils sont pas cons, mais ils sont pas particulièrement... ils comprennent quand même pas mal de choses. Mais ça n'a rien à voir. Quand tu les vois... Non, mais c'est ça qui est... Ouais. En fait, ce qui est frustrant, c'est quand tu vois des gens, tu les vois, tu te dis, putain, la personne, elle est brillante, etc. Mais eux, tu te dis, ils sont bons, les mecs, mais ils sont normaux, quoi. Et tu te dis, putain, ils ont une réussite exceptionnelle en étant normaux. Par contre, ils ont une réussite qui est... Comme dirait Johan, et Johan, pourtant, qui gagne déjà très très bien sa vie, eux, ils comptent en francs. Donc, c'est pas pareil. Ils jouent avec des francs. Mais non, c'est des réussites exceptionnelles et je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas le cas de tout le monde. Et en plus, on subit. Tu vois, j'en avais parlé avec eux, là, ils m'ont dit c'était dur. L'année dernière, c'était dur. Cette année, c'est encore plus dur. Ils ont des évolutions réglementaires, etc. Donc, c'est pas facile. Mais c'est vrai que c'est sympa de regarder. Ok, donc boost tes finances. On peut te souhaiter quoi pour la suite avant que je termine sur les 2 dernières questions? On peut te souhaiter quoi pour la suite sur le développement professionnel? 300 membres pour cette année. 300 membres, l'AMF en poche, le CIF en poche et que ça roule. Ça, c'est les 2 objectifs cette année? Ouais. Ok. 300 membres dans IMO, BTF. Pour l'instant, tu consolides les bases. J'aimerais bien finir un chantier de l'enfer que je traîne depuis 3 ans. Ce serait pas mal. 3 ans? 3 ans. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Les chantiers, c'est là où tu peux te... Un enfer. En fait, si tu veux, j'ai une procédure judiciaire, j'ai dû défaire pour refaire, donc c'est long. Tu doubles les délais, parce que quand t'as mis 1 an et demi pour faire, tu mets 1 an et demi pour défaire et refaire. Ouais. Donc ouais, ça, c'est déjà pas mal. Ok. CIF, AMF, c'est la même chose? Non. C'est 2 choses différentes? C'est 2 diplômes différents que tu vas passer? C'est une certification et on va dire un diplôme, ouais. Ok. 300 membres? Ouais. Et qui fait ta vie? C'est ça. Ok. Un bitcoin à 100K et c'est bon chose ange. T'as un bitcoin aujourd'hui? Non. Ok. T'as une partie d'un bitcoin? Une partie. Ok. Parce que j'allais dire, si t'as un bitcoin complet, il est à combien là? 60? 70 000 $. Ce matin, j'ai regardé un petit peu plus. Ah, il est à 70 000 là? Un peu plus. Donc il repart, ça y est, de nouveau? Oui. Ok. T'as d'autres cryptos? Très peu d'autres. Ok. Yes. J'avais oublié de te dire tout à l'heure, mais j'avais ma montre. Très peu d'autres. Je suis BTC Maxi. Ok. Donc les seuls autres que j'ai, c'est en sachant pertinemment que je vais pas garder ça. Ok. Et que je vais vendre. Tu penses qu'il passera quand les 100K? Fin 2024 ou début 2025. Ok. Tu m'appelles? Moi j'ai pas de crypto. Enfin j'en avais à un moment donné, mais j'ai perdu de l'argent à chaque fois, donc j'ai arrêté. Mince. Je fais... C'est parce que t'avais pas acheté Bitcoin. Si on avait acheté Bitcoin en plus, mais... C'est dommage parce qu'aujourd'hui 99% des gens qui ont du BTC sont en gain. Ah ouais? Ah oui. Bah je fais partie des 1% alors. J'ai 2 questions pour terminer. Ouais. C'est quoi ta passion inavouable? J'ai une passion inavouable. Un truc que tu fais au quotidien ou que tu peux faire de temps en temps et que t'as jamais dit, qui peut... Ça peut être, par exemple, t'es naturiste. Francis Lelong, qu'on a eu, qui est cofondateur de Saranza et naturiste. Ça peut être la collection de chaussons d'hôtel. Ça peut être... C'est pas inavouable, après ça, j'assume. Moi, je suis une passionnée de danse orientale, par exemple. Okay. Et vous pouvez me trouver sur YouTube si vous cherchez bien. Ok.
C'est un vrai truc, ça. Ouais, j'ai plusieurs vies, c'est vrai. Ok. Ah, t'en as une en réel? En réel, non. Ah non. Non? Non, c'est sur YouTube, il faut bien chercher. Ah ouais? Ouais. Tu peux nous donner des indices ou... Il y a mon prénom dedans et après il y a un petit pseudo. Ok. Donc voilà. Okay. Bon courage. Si vous trouvez la vidéo, vous me l'envoyez. Est-ce que si quelqu'un la trouve, on peut la mettre en description ou pas? Oui. Ok, ça va. Tu me montreras après. Oui. Ok. Pour terminer ce podcast, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te semblait intéressant, pertinent pour comprendre qui tu es aujourd'hui et comment tu as évolué dans la partie perso, dans la partie pro? Ouais, je pense que tout ce qui est en lien avec la gestion des finances personnelles des femmes, c'est un sujet qui, moi, m'anime aujourd'hui et qu'on n'a pas du tout abordé, qui aujourd'hui commence à devenir central aussi dans mon business et dans la communication que j'adopte. Ok. Parce que je trouve que c'est une vraie problématique. Alors, ce serait quoi la question qui te semble pertinente sur en ce sujet? quoi les femmes sont une cible en soi et pourquoi je les cible et qu'est-ce qu'elles ont de différent par rapport aux autres? Vas-y. C'est ta question. C'est vrai? Bah, bien sûr. J'ai le droit de... Non, pour moi, c'est un vrai sujet parce que bon, on parle effectivement d'inégalité dans les finances, etc. On voit que les femmes sont souvent défavorisées parce qu'elles ont des trous dans leur carrière, parce que voilà, par rapport aux enfants, au niveau des transmissions aussi, malheureusement, même si on a une égalité au niveau du droit, on se rend compte en fait que dans les familles, elles sont souvent défavorisées. La majorité des familles monoparentales sont constituées en fait par des femmes et leurs enfants. Donc en fait, c'est pour ça qu'elles méritent une attention particulière, une approche particulière, des solutions particulières, une pédagogie particulière, un message particulier. Et c'est ce que j'essaye d'adresser aujourd'hui. Ok. Pour la faire courte. C'est lié aussi à l'éducation, tu crois pas? Il y a forcément une notion d'éducation, ouais. Ok. Tu sens que c'est plus dur avec les femmes de les amener sur l'investissement que les hommes? Non, parce que je pense que j'ai un biais du survivant, parce que forcément les meufs qui arrivent dans ma communauté, elles comprennent plus ou moins de quoi je parle et elles sont sensibilisées. Donc j'ai clairement un biais du survivant. Mais je sais pas, du coup, faudrait prendre un vrai sondage randomisé. Ok, intéressant. Mais je pense que tu as raison et de te spécialiser dans ce sujet-là. Par contre, c'est pas parce que vous écoutez que vous êtes un homme que vous pouvez pas aller avec Tania. Absolument, il y a des hommes dans BTF et c'est complètement ouvert. C'est juste qu'en fait, j'essaye de dire, ok, ici c'est une safe place, vous pouvez venir. Et je suis nana, donc voilà, safe place à fond. Et c'est vrai que les parties accompagnement personnalisé, c'est vraiment plutôt... T'as justement une femme avec qui que t'as accompagnée, avec qui t'as travaillé sur BTF, sur la location, l'investissement, enfin un sujet qui t'a marqué, où t'as vu un changement? Ouais, c'était plus sur la partie gestion des finances perso. Ok. C'était plutôt sur cette partie-là. Je fais pas encore d'accompagnement investissement parce que j'attends d'avoir l'AMF et le CIF. Ok. T'as un nom à donner? Sur une personne? Une personne qui t'a marqué? Non, je donnerai pas de nom. Ok. Je donne jamais de nom. Même quand je partage des stories, je masque tout. Ok. Par respect. Et non, en fait. Ou alors on peut l'appeler Valérie, par exemple, pour donner Valoche. Valoche. Ouais, non, il y a Valoche qui... En fait, moi, ce que j'ai remarqué, après, c'est vrai que c'était un peu commun à toutes les nanas que j'ai accompagnées, c'est le côté émotionnel qu'elles peuvent avoir par rapport à l'immobilier, par exemple, ou la gestion des problèmes, c'est quelque chose de plus prégnant chez elles, dans le sens où ça les impacte davantage. Et il y a un gros travail en fait mental à faire pour se détacher émotionnellement de son investissement. Ça a été vraiment commun à tout le monde. Il y a une vraie empreinte émotionnelle en fait. Et j'ai pas trop constaté ça avec d'autres hommes que j'ai fréquentés. Pas forcément accompagnés parce que c'est pas le même sujet, mais c'est vrai que ça a été très très prégnant. Il y avait vraiment un gros travail à faire en fait pour casser cette barrière mentale de dire ok, je me sens affectée par mon bien immobilier, dès qu'il y a un problème, je dors pas la nuit, etc. Ça, c'est un vrai sujet. Tu vois, j'ai l'impression que ça te surprend parce que peut-être tu te dis ouais, mais bon, moi j'ai pas besoin de ça. Non, ça me surprend pas. C'est juste que je me dis, en fait, je suis plus. Alors du coup, c'est marrant que tu aies l'impression que ça me surprenne. Je suis plus admiratif en fait. Je me dis putain, t'es déter parce que tu accompagnes des gens pour qui c'est dur, et je sais à quel point c'est dur d'accompagner des gens pour qui c'est dur. Oui. et moi aujourd'hui, je suis feignant parce qu'en réalité, moi j'accompagne des entrepreneurs qui gagnent déjà très bien leur vie, à leur faire placer leur argent sur des biens immobiliers quand on fait du clé en main sur le sujet dont on a parlé hier. Donc en fait, moi je suis bien plus feignant. En fait, je l'ai fait pendant un moment d'essayer d'aider un peu tout le monde. Je dis pas que tu accompagnes tout le monde, toi comme tu dis, tu as des personnes précises, mais des gens pour qui c'était plus dur, qui avaient du mal à y aller. Et c'est très dur, en tout cas pour moi, c'était très dur moralement, mentalement. Je me cassais les dents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
indirectement, je fais pas le choix de la facilité parce que tu vois, une boîte comme Emporium, indirectement, les partenariats qu'on fait, c'est aussi aider l'ensemble. Mais directement, moi, quand je travaille avec des gens aujourd'hui pour l'investissement, j'avoue, par facilité, je m'oriente vers des profils qui ont des moyens financiers assez importants et avec qui on va beaucoup plus straight to the point, qui sont déjà entrepreneurs bien avancés et qui se posent pas beaucoup de questions parce que c'est pas facile de le faire, je trouve. Donc c'est plutôt du respect et de l'admiration, de se dire que tu pars sur ce sujet-là, que tu l'as déjà fait, que tu es en train de le faire, parce que je sais à quel point ça peut être mobilisant émotionnellement. Ouais. Voilà. Écoute, merci beaucoup si on a fait le tour. C'était cool. Merci pour l'invitation. C'était sympa de te recevoir. C'est moi qui t'ai invité en plus. Parce que je le dis parce que des fois, il y a des gens qui, après les podcasts, mettent merci à Amaury de m'avoir invité alors que je ne les ai pas invités, c'est eux qui se sont invités. Là, non, moi, c'est vrai que tu m'as proposé. C'est moi qui t'ai invité. Donc non, c'est cool de t'avoir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Bon, c'était cool. Au revoir.